Dans les gradins, tous les dieux sont réunis. Le dieu éléphant est assis à côté de la déesse aux cheveux rouges, le visage grave. Chez les humains, les plus grandes figures de l'histoire sont également rassemblées. Lincoln, les bras croisés, observe la scène d'un air sombre, tandis qu'à ses côtés, Zhuge Liang se caresse la barbe, plongé dans ses pensées. Le cri du présentateur déchire à nouveau l'air. Le plus grand héros de la mythologie grecque fait son entrée. Ce rassemblement grandiose n'est autre que la cérémonie de sélection du roi des dieux. Pour décider du nouveau souverain, tous les dieux et héros se sont réunis, prêts à déposer leur vote crucial. Héraclès serre le poing et frappe le sol avec une force cataclysmique. Au centre de l'arène, un pilier de lumière violette jaillit vers le ciel. La voix du présentateur tremble au milieu des acclamations frénétiques. Le grand héros demi-dieu, Héraclès, torse nu, porte une énorme massue en bois sur l'épaule et affiche un sourire dément. Le présentateur lève le bras et annonce qu'à partir de cet instant, le vote est officiellement ouvert. Ce héros qui a surmonté 12 râteaux pour devenir un dieu, pourra-t-il vraiment devenir le roi des dieux? Que ceux qui reconnaissent Héraclès comme roi lèvent la main. Héraclès, sa massue sur l'épaule, se tient au centre de l'arène et regarde autour de lui. Un silence de mort s'installe dans le stade. Personne ne lève la main. Son sourire, jusqu'alors, dément, se fiche sur son visage, laissant place à un grognement d'incompréhension. Dans les tribunes, les dieux affichent des mines diverses, mais personne ne prête la moindre attention à ce vote. Cette cérémonie de sélection est censée élire le roi des dieux à la majorité. Sauf que voilà, tous les participants ont un ego surdimensionné et pensent être les seuls dignes du trône. Du coup, personne ne votera jamais pour un concurrent. Depuis 300 ans, ce débat stérile se répète sans fin. Le présentateur, dépité, annonce un nouveau rejet à l'unanimité. Dans une loge luxueuse surplombant l'arène, une jeune fille aux cheveux blancs est affalée sur un divan, l'air de s'ennuyer à mourir. Ça ne se réglera jamais. Pas vrai? L'actuel roi des dieux, Zeus, se retourne. Je m'ennuie comme un rat mort, je veux voir un truc plus spectaculaire. T'as pas d'autres idées? Debout à côté, Yuxi répond calmement. Ne devrions-nous pas, comme la dernière fois, organiser un tournoi? Zeus s'agite sur son trône en donnant des coups de pied dans le vide. Il proteste bruyamment. C'est trop chiant. On va pas utiliser la même technique 2 fois de suite, non? Il s'arrête net et son ton devient glacial. Et puis, si c'est juste un concours de force brute, je finirai par tous les buter, non? Yuxi, tenant son registre, observe le chaos. Personne ne s'attendait à ce qu'il annonce sa retraite soudainement, et voilà où ça nous a menés. Pour Zeus, cette cérémonie de sélection n'est qu'un moyen de tuer le temps. Yuxi ouvre son registre et déclare « Quoi qu'il en soit, nous devons accélérer la sélection. Pendant que nous perdons notre temps à débattre, une catastrophe s'est produite dans le monde des mortels. » Zeus, avachi sur son divan, demande nonchalamment « C'était quoi déjà cette histoire ?» Yuxi soupire. « Vous avez oublié ?» C'est à propos des portes. Cette chose est apparue sans crier gare. Dans les rues animées du monde des mortels, le bitume, d'habitude si calme, s'est mis à trembler violemment. Dans un vacarme assourdissant, le sol a soudainement explosé. Les passants, terrifiés, se sont dispersés en hurlant. Sans le moindre avertissement, une immense porte de pierre dégageant une aura sinistre a surgi des profondeurs de la terre. Elle est apparue comme ça, au milieu du monde des humains. Juste après, d'innombrables météores enflammés ont déchiré les nuages rouge sang, s'écrasant au sol dans un souffle de destruction. Les villes se sont transformées en brasiers, les explosions résonnant de toutes parts. Cette porte a libéré une horde de monstres. Au milieu de l'épaisse fumée, des paires d'yeux rouge sang se sont mis à briller dans l'obscurité. Des gobelins sont sortis des ombres par groupes entiers. Ouvrant leurs gueules, pleines de crocs, ils ont poussé des cris stridents et se sont jetés sur la foule terrorisée. Les rues n'étaient plus que des échos de cris de désespoir. Les gens n'avaient aucune chance face aux griffes acérées des monstres. Le monde a été complètement anéanti. Yuxi poursuit d'un air grave. Les humains ont baptisé cette porte qui a apporté un désastre capable de détruire le monde, la porte de l'apocalypse. La situation semble extrêmement grave. Zeus se retourne. Je veux dire, les humains ne sont pas encore éteints? Zeus secoua la tête. Non. Un sourire cruel se dessina sur son visage. Ils sont plutôt tenaces, on dirait. Ça me fait vraiment plaisir pour eux. Il releva la tête d'un coup. J'ai une idée de génie. Qui est partant pour signer un pacte avec l'humanité et à se débarrasser de ces portes de l'apocalypse deviendra le prochain roi des dieux. Yuxi affiche une mine stupéfaite. Zeus tend une main, le bout de ses doigts scintillant dans la lumière. Faire équipe avec les humains, c'est comme s'ajouter à un handicap, pas vrai? C'est comme un jeu. Vous pouvez choisir de coopérer avec les autres candidats ou de tous les buter. Quoi qu'il en soit, celui qui réglera le problème, de la porte de l'apocalypse, le sauveur deviendra le prochain roi des dieux. C'est une bataille en équipe où dieux, héros et humains devront collaborer.
Le battle royal peut officiellement commencer, 10 ans plus tard, dans le monde des humains. Un voyou blond dans une ruelle se retourne et aboie « T'es trop lent. Grouille-toi. Le soleil va bientôt se coucher ?» Yue Xiang, portant un sac énorme, court derrière lui, complètement essoufflé. Désolé, le voyou le regarde avec dégoût. Sérieux. Je prends de mon temps pour t'entraîner et t'es toujours aussi nul. Au loin, une violente explosion retentit et une lueur embrase le ciel. La moitié du ciel devient rouge, tout le monde s'arrête. C'est un monstre? Et le type qui se bat, c'est... Un monstre géant de type insecte pique du ciel, son abdomen brillant d'une lueur rouge. Les passants dans la rue, paniqués, courent dans tous les sens, une colonne de feu incandescente jaillit vers le ciel, engloutissant le monstre en un instant. Les gens se bouchent les oreilles pour se protéger de l'onde de choc. Au cœur des flammes, une silhouette apparaît lentement. Yuki flotte dans les airs, regardant la scène d'en bas avec un air glacial. C'est le numéro 5 du classement rang S. Le dieu avec qui il a pactisé est le dieu du soleil, Ra. Yuki regarde la foule affolée et dit « C'est dangereux ici. Reculez s'il vous plaît. » Les badauds se mettent à crier. Le voyou blond s'arrache les cheveux, l'air exaspéré. On a le même âge, et pourtant on se fait comparer à un monstre pareil. C'est insupportable. Ces chasseurs qui ont pactisé avec des dieux majeurs sont juste incroyablement pétés. Il se tourne vers Yue Xiang qui baisse la tête et lui lance d'un ton moqueur « Tu devrais bien le savoir, toi. Après tout, t'es un cas à part. » Yue Xiang garde la tête baissée. Il fait partie du personnel de soutien. Il n'a pas de dieu sous contrat. C'est aussi un excellent grand frère. Un voyou aux cheveux blonds plaque Hinata contre le mur d'une ruelle. Il grince des dents et lâche « Sérieux, vous êtes jumeaux? L'un est un héros de la nouvelle génération et l'autre n'est qu'un larbin. » Tongguo crache une bouffée de fumée. C'est un rang S qui n'a même pas de dieu contractuel. Le voyou blond appuie fort sur la tête de Hinata. « Si j'étais toi, j'aurais déjà lâché ce boulot de chasseur. » Du fond de la ruelle, une voix glaciale retentit soudain. « On dirait que vous vous amusez bien. » Le voyou aux cheveux blonds sursaute. Yuki s'avance lentement. « Ça vous dérange si je me joins à vous ?» Le voyou marmonne. La poisse, il lâche Hinata. Il fait signe à ses potes. On se tire. Le groupe s'enfuit de la ruelle en vitesse. Yuki tend la main et tapote la tête de Hinata. Ce dernier dit « Merci Yuki ». Yuki répond « Si ça ne te plaît pas, tu dois le dire. Sinon, ils continueront à profiter de toi. Et d'ailleurs... » Il attrape brusquement les cheveux de Hinata. Il lui donne un violent coup de pied dans le ventre. Hinata pousse un cri déchirant et le sang jaillit de sa bouche. Yuki se tient à côté, un sourire tordu et dément sur le visage. « Te malmener, c'est mon petit plaisir, non ?» Hinata est au sol, haletant de douleur. Yuki lève le pied et l'écrase lourdement sur la tête de Hinata. « C'est pathétique d'être faible. Tu n'es même pas capable de te protéger toi-même. Je comprends ce que tu ressens. Tu détestes ça, hein? Ce sentiment de frustration parce que tu es faible. » Il écarte les bras. Un sourire de fou furieux se dessine sur son visage. Alors, profites-en bien. De cette douleur d'être méprisé par tout le monde. Hinata hurle de rage. « Cette place aurait dû être la mienne. » Yuki répond d'un ton glacial. « Je te l'ai déjà dit. Ne reparle plus jamais de ça. Quand on était petit, tout était exactement le contraire d'aujourd'hui. Je croyais sincèrement qu'on était la famille la plus heureuse et la plus bénie du monde. » Le père regarde la copie dans les mains de Hinata et s'exclame « Encore un 20 sur 20 ?» Il lui caresse la tête. « C'est génial, tu as vraiment travaillé dur. » Hinata sourit de toutes ses dents en serrant fort sa copie parfaite. Le père sort de la pièce, une tasse de café à la main, et voit Yuki debout dans le couloir, la tête baissée. Dans sa main, il serre une copie toute froissée. La feuille est jetée par terre. Dessus, on peut lire un misérable 30 points. Le père s'assoit dans l'herbe. Il console Yuki, qui est tout abattu. « Ce n'est pas grave, tu y arriveras bientôt aussi, parce que vous êtes jumeaux, après tout. » Yuki se mord le pouce. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, une graine bien différente a été plantée dans son cœur. Par la fenêtre, un monstre gigantesque apparaît, sa peau violette couverte de plis, son œil énorme fixe l'intérieur de la maison. Une salive visqueuse coule le long de ses crocs. En un instant, le monstre défonce le mur. La mère pousse un hurlement. Elle ouvre les bras pour se mettre devant Hinata. Le père se jette sur Yuki, le serrant fort dans ses bras pour le protéger. Une énorme pierre s'écrase sur le dos du père. Le monstre pousse un rugissement à faire trembler la terre et se met à tout détruire frénétiquement. La maison s'effondre complètement sous son poids. La poussière et les flammes explosent en un instant. Hinata crie à s'en déchirer les poumons. « Maman !» Un dieu, portant un masque de cerisier doré, flotte sous le ciel étoilé. Il a les bras croisés sur la poitrine. Il regarde l'océan de flammes en contrebas et demande « Tu comptes sauter là-dedans ?» Hinata essaie désespérément de soulever les débris qui écrasent de sa mère. Il serre les dents et crie « Attends ! Tiens bon encore un peu !» Sous la chaleur intense,
Les murs se fissurent dans un bruit strident. La mère pousse un cri de terreur. Elle tend une main et pousse violemment Hinata. Les ruines devant eux s'effondrent complètement, ensevelissant la silhouette de la mère. Hinata s'écroule sur le sol. Les larmes jaillissent de ses yeux. Yuki regarde la main qui sort des décombres à côté de lui. Il murmure « Papa ?» Une voix retentit soudain. « Ravi de te rencontrer. J'ai observé ton courage. » Yuki lève la tête en direction de la voix. Il y a une pointe d'admiration dans ce son. La voix continue. « Je cherche quelqu'un comme toi depuis longtemps. Quelqu'un qui ne craint pas les flammes de l'abîme. Un homme qui possède une telle ardeur. » Yuki regarde abasourdi ce dieu qui est apparu. Le dieu tend une main et dit solennellement « Passe un contrat avec moi. » Au moment où leurs mains se serrent, une lumière éblouissante explose, illuminant toutes les ruines. Hinata se précipite vers l'incendie en hurlant le nom de Yuki. Une boule de feu doré danse dans la main de Yuki. Le dieu se demande intérieurement « Il y a un autre humain ici? Est-ce que je me serais trompé de personne ?» Hinata accourt et s'écrie avec soulagement « Génial, vous allez bien, c'est super. Et papa ?» Yuki garde la tête baissée, un sourire étrange et dément aux lèvres. Il balance son bras. Un fouet de flammes incandescentes en jaillit et frappe instantanément Hinata. « Ne me touche pas !» Hinata pousse un cri de douleur et est projeté en arrière par la force de l'impact. Il lutte pour relever la tête et murmure faiblement « Yuki, pourquoi ?» Yuki se tient au milieu des flammes, regardant de haut Hinata qui est à terre. « Tu t'es toujours moqué de moi, n'est-ce pas, depuis le jour où je suis né? Tu m'as toujours traité comme le petit frère incapable ?» Il hurle, hystérique. « Tu as juste eu de la chance. Parce que tu es le grand frère. » Hinata regarde Yuki, devenu complètement fou, les yeux remplis d'incrédulité. Yuki le plaque violemment dans un coin. « Mais cette fois, c'est moi que le dieu a choisi. » Il ouvre la main et une lumière dorée éblouissante se concentre dans sa paume. Une immense colonne de feu doré jaillit de sa main. Les flammes ardentes montent jusqu'au ciel. Hinata est étendue sur l'herbe, les bras couverts de brûlures noircies. Yuki se tient au milieu de l'épaisse fumée et des flammes. « Maintenant, c'est à mon tour de te regarder de haut. » Il éclate d'un rire dément au milieu des ruines. Il est complètement ivre de la jouissance de son nouveau pouvoir. Le dieu flotte dans les airs, les mains jointes. « Hinata, je suis désolé pour ce qui s'est passé à ce moment-là. Je vous ai accidentellement confondu. J'ai déjà du mal à différencier les humains, alors je ne m'attendais pas du tout à des jumeaux. » Hinata serre les dents. « Comment pouvez-vous en rire? Vous voulez dire que vous ne regrettez absolument rien ?» Il arrache sa chemise, révélant l'horrible cicatrice sur sa poitrine. « Même si votre pouvoir est utilisé de cette manière ?» Le dieu croise les bras sur sa poitrine et répond d'un ton froid « Absolument pas. Que des frères s'entretuent, ce n'est pas si rare, si ? Même dans ma famille, entre nous, les dieux piliers de la liqueur, on se prend souvent à la gorge. Franchement, vous, les jeunes de maintenant, vous vous prenez beaucoup trop la tête. Toujours à vous embrouiller avec des histoires de famille ou de liens fraternels. » D'un geste de la main, il fait apparaître une nouvelle flamme au bout de ses doigts. Puis il la pulvérise. Vous, les humains, si vous n'êtes pas en groupe, vous ne savez rien faire. De ce point de vue, Yushu est différent. Son regard est rempli de violence, parfait pour un guerrier. Son instinct de combat est exceptionnel. Et surtout, sa compatibilité avec moi était maximale. Je ne peux pas le refuser. Je ne trouverai pas de meilleur partenaire que Yushu. Un sourire cruel se dessine sur les lèvres de Yushu. C'est la vérité, un point c'est tout. Il lève brusquement le pied. Adieu, espèce de déchet sans aucun talent. La divinité s'approche de Yushu par derrière, regardant le téléphone dans sa main. C'est la prochaine mission? Yushu répond, c'est une demande urgente du QG. Une autre cible est apparue dans le coin. La divinité s'exclame avec excitation. C'est pas génial ça, le précédent ne m'a même pas permis de m'échauffer. La nuit tombe. Les lampadaires diffusent une lueur jaunâtre dans les rues silencieuses. Retsuto ouvre brusquement les yeux, le visage maculé de sang et de sueur séchée. Son regard est rempli d'émotions complexes. Il se relève lentement. « J'ai dormi combien de temps, au juste ?» Il s'appuie sur un poteau électrique, son corps vacillant de faiblesse. Puis il s'effondre, à genoux sur le trottoir. Merde! Depuis le jour où on a perdu nos parents, Yushu est devenu de plus en plus violent. Je suis le seul au monde à connaître sa vraie nature. À l'école, il est toujours entouré de camarades, montrant ses flammes sous les acclamations des filles. Il se comporte comme l'élève modèle parfait. Chaque fois que Yushu se baigne dans ses acclamations, je ne peux pas m'empêcher de penser à une chose. Si ce jour-là, ce n'étaient pas mes parents qui étaient morts, mais Yushu. Tout à coup, une explosion assourdissante brise le silence de la nuit. Retsuto est projeté au sol par la déflagration soudaine. La fumée se dissipe, révélant une silhouette étendue piteusement dans les décombres. Retsuto s'écrie « Yushu !» Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un immense pilier de lumière bleue s'élève vers le ciel. Retsuto contemple l'énorme silhouette aqueuse qui se dresse devant lui. Ce truc, c'est un monstre de Rangès.
Ondine. Elle possède une immunité totale aux attaques de chaleur. Son corps, fait de liquide mouvant, émet une lueur bleue fantomatique dans la nuit. Retto regarde l'imposant dos d'Ondine. Elle ne m'a pas encore remarqué. Je dois partir d'ici avec Yushu. Soudain, une idée lui traverse l'esprit. Et si, ici et maintenant, j'abandonnais Yushu, est-ce que cette vie de merde que je mène deviendrait, ne serait-ce qu'un tout petit peu, plus supportable? Une voix grave résonne dans le vide. Dis-moi, jeune homme, qu'est-ce qui te tourmente? Retsuto, terrifié, se couvre les oreilles et regarde partout en criant « Qui est là ?» La voix continue de résonner dans les ténèbres. N'est-ce pas l'occasion rêvée de régler tes comptes? Tu n'as qu'à fermer les yeux et ignorer. Retsuto demande à voix haute « T'es qui à la fin? Un dieu? Un héros ?» La voix répond froidement « Qui je suis n'a aucune importance. Tu es jaloux de lui, n'est-ce pas? Ce petit frère de génie? Pour toi, c'est une véritable épine dans le pied. Ce serait tellement mieux s'il n'était plus là. Tu y as déjà pensé un nombre incalculable de fois, pas vrai? Sous la lune, Ondine ondule son corps liquide, se rapprochant pas à pas de Yushu étendu au sol. La voix retentit à nouveau « Laisse faire les choses. Et ton vœu sera exaucé. » Retsuto regarde la scène, la sueur coulant sur ses joues, son regard rempli d'un conflit intérieur. La voix continue de résonner dans l'obscurité. « Alors, que vas-tu faire? Fuir pour survivre ou te battre et mourir? Montre-moi ton choix. » Retto murmure pour lui-même. « C'est vrai, si je m'en vais maintenant, je pourrais retrouver une vie où personne ne me comparera plus à lui. » Yasaso desi ea. La voix affaiblie de sa mère résonne dans son esprit. « Aide-moi à prendre soin de Yushu. » Retsuto serre le poing et se le colle violemment au visage. « Mais à quoi je pense, bordel ?» Il se met à courir à toute vitesse à travers les ruines. Peu importe à quel point on se déteste, il bondit devant Yushu et écarte les bras. Il hurle à plein poumon. « Ça reste mon seul et unique petit frère ?» La voix grave laisse échapper un petit rire dans l'obscurité. Quelle stupidité. En tant qu'humain, tu as tes limites. Tu me plais, gamin. Passe un contrat avec moi. Retto se retourne, terrifié, en voyant l'étrange ombre noire qui s'enroule autour de lui. « Mais t'es qui, toi ?» La voix répond froidement. « Est-ce vraiment le moment de s'inquiéter de ça ?» Ondine pousse un cri strident. Son corps de liquide bleu ondule violemment, et les sphères d'eau en lévitation autour d'elle explosent en un instant, se transformant en d'innombrables lames d'eau acérées. Retto attrape Yushu, inconscient, et saute désespérément en arrière. Il roule dessous la force de l'impact et s'arrête au bord de la rue. Le sol y a été fendu par une énorme crevasse, une épaisse fumée s'échappe de la faille sans fond. En voyant les dégâts, Retsuto s'exclame « Quelle puissance terrifiante !» Le brouillard noir se matérialise à nouveau derrière Retsuto. Je ne le dirai qu'une fois, alors écoute bien. Si ton désir de protéger ton frère n'est pas un mensonge, alors crie-le de toutes tes forces. Retto jure intérieurement. Putain! Il se poste au milieu de la rue et hurle « Si tu oses me décevoir... » Ah, je ne te le pardonnerai jamais. Il inspire profondément et crie de toutes ses forces ce nom, tisseur des ombres, Cecilia. En un instant, une énergie violette et déchaînée jaillit des pieds de Retsuto. Enveloppé par cette force puissante, il se retrouve au centre d'une lumière violette et noire. Ondine s'immobilise, un air de stupeur sur le visage. Elle matérialise immédiatement plusieurs cercles magiques bleus autour de son corps. D'innombrables torrents jaillissent des cercles, se précipitant avec une force dévastatrice vers le vortex noir. L'ombre obscure, comme une image enflammée, s'étend frénétiquement dans toutes les directions sous l'impact de la lumière rouge, pulvérisant instantanément toutes les lames d'eau qui l'assaillent. Retsuto tourne la tête, ses cheveux courts flottant au vent. Une lueur froide et déterminée brille dans ses yeux. « Je ne suis ni un dieu, ni un héros !» Ondine pousse un hurlement strident. Elle lève les bras très haut et les éléments aquatiques déchaînés se concentrent furieusement dans les cercles magiques. Retsuto prend un puissant appui et frappe lourdement le sol du bout du pied. Une pluie de projectiles d'eau s'abat sur lui, mais Hinata se faufile à toute vitesse à travers l'attaque. Il se baisse, la main droite fermement agrippée à la garde de son sabre. D'un seul coup de sabre, le corps d'Ondine commence à se désintégrer. Hinata rengaine lentement son arme, le visage calme et déterminé. « Je peux protéger ceux qui me sont chers. » Hinata reste figé. « J'ai battu un rang S. » Il regarde ses mains, entourées d'une aura noire. « Un rang S comme moi ?» Soudain, il revient à lui. « C'est vrai, Yuki !» Yuki est allongé au sol, immobile. Hinata se précipite à ses côtés. « Ça va ?» Il se penche pour écouter la faible respiration de son ami et pousse un soupir de soulagement. Il respire encore. « Dieu merci !» Soudain, le liquide bleu se met à grouiller et à se rassembler. Hinata dégaine son sabre et se met en position de défense. « Ce truc est encore en vie ?» Il reste figé sur place. « Comment est-ce que j'ai fait pour l'attaquer tout à l'heure ?»
Ondine lance une attaque et le mur s'effondre instantanément. La fumée se dissipe, Hinata regarde la scène, incrédule. C'est une blague? Ondine est en train de concentrer son énergie. Des myriades de rayons bleus tombent du ciel. Hinata se place devant Yuki, inconscient, et part les coups avec son sabre. Il serre les dents. C'est trop rapide, je n'arrive même pas à voir la trajectoire des attaques. Il serre la garde de son sabre et hurle « Qu'est-ce que je dois faire ?» Pour utiliser ce pouvoir comme tout à l'heure, il sent que la force en lui ne répond plus et s'énerve intérieurement. On n'a pas signé un contrat, tous les deux? Dis quelque chose, merde. Un rayon bleu lui transperce l'abdomen en un instant. Le sang gicle. La conscience d'Hinata s'estompe. Merde, c'est pas bon. Il s'effondre dans une mare de sang. À ce rythme, on va y passer tous les deux. Ondine concentre à nouveau son énergie. Un rayon bleu explose, touchant Hinata de plein fouet, qui pousse un cri de douleur. Il s'écroule à côté de Yuki et murmure « Yuki ?» Il s'appuie sur son sabre pour tenter de se relever. « Je dois sauver Yuki !» Soudain, la poitrine d'Hinata s'illumine. Le sabre tremble dans sa main et une aura noire remonte le long de la garde. Elle s'enroule autour de son bras. Hinata regarde ses mains. C'était quoi, ça? Une aura rouge et noire, violente comme une tempête. Elle fait rage autour de lui avec un grondement sourd. Dans les airs, Ondine ouvre les bras et un immense cercle d'énergie se forme devant elle. La lumière est aveuglante. Un énorme pilier de lumière bleue s'abat du ciel. Hinata lève la tête, un sourire étrange aux lèvres. L'un de ses yeux brille d'une lueur rouge sang. Sur son sabre, l'aura rouge et noire continue de grimper le long de la lame. Il abat son arme d'un coup violent. Une gigantesque vague d'énergie jaillit de son sabre, fendant le rayon bleu en deux et transperçant le corps d'Ondine. Cette dernière pousse un cri strident. Son corps immense commence à se désagréger, ne laissant derrière lui que quelques fragments de cristal. Hinata se tient près de Yuki, inconscient, un sourire féroce et dément sur le visage. Il lève son sabre bien haut, prêt à frapper, quand un homme aux longs cheveux rouges apparaît au bout de la rue. En un éclair, il se retrouve au centre du champ de bataille. Le numéro 1 des rangs S, Sugo Jurokuya, sort son téléphone. « Je suis venu sauver Yuki, mais c'est qui cette élite que j'ai jamais vue ?» Sugo regarde Hinata et dit « T'es sérieux là? S'il te plaît, arrête de causer des problèmes. » Hinata garde la tête baissée, l'aura rouge et noire circulant toujours autour de lui. Sugo tient son téléphone en l'air. Incroyable, la taille du sabre a changé. Hinata brandit violemment sa lame, qui s'allonge instantanément, enveloppée par l'aura noire. Tout en esquivant, Sugo lance « Tu ne sais pas qui je suis plutôt connu, il me semble. » Hinata l'ignore complètement et continue de frapper avec sa lame gigantesque. Sugo fait une acrobatie en l'air pour éviter le coup fatal. Sugo se dit intérieurement « Il n'écoute rien du tout. » Hinata se baisse, se transformant en une silhouette rouge et noire floue avant de foncer à nouveau sur lui. Sugo tend la paume de sa main et des éclairs bleus crépitent au bout de ses doigts. Il dit calmement « Désolé, mais c'est de la légitime défense. » Hinata s'effondre au sol, et l'aura rouge et noire autour de lui se dissipe peu à peu. Le ciel s'éclaircit et les rayons du soleil percent les nuages pour illuminer la terre. Sugo le salue avec un sourire. Hinata est allongé sur un lit d'hôpital, la tête et le torse couverts de bandages. Il ouvre lentement les yeux. Il s'écrie « Sugo Jurokuya, le numéro 1 des rangs S ». Sugo, debout près du lit, lui répond « C'est bien moi ». Hinata demande alors, anxieux « Et Yuki? Il est en sécurité ?» Sugo lui dit « Laisse faire notre équipe médicale, tout ira bien, il sera bientôt sur pied. Pendant que tu... » Il était dans le coma, j'ai fait quelques recherches. Mais à part le fait que tu es une nouvelle recrue qui vient de signer son contrat, il n'y a aucune info sur toi en tant qu'élite. Autrement dit, Yadiana, tu n'es qu'un bleu qui vient de passer son contrat. Avec qui tu l'as signé au juste? Hinata répond « Je n'en sais vraiment rien. Même quand je l'appelle, il ne répond pas. » Sugo a l'air pensif. Un contractant inconnu, hein? Ces dernières années, on dirait que tu as passé l'examen de promotion un paquet de fois. Pourquoi? Hinata baisse la tête. C'est parce que je n'ai aucun talent. Sugo le coupe. Faux. Il se penche et rapproche son visage de celui d'Hinata. Je ne te demande pas pourquoi tu as échoué. Je te demande pourquoi tu as continué d'essayer. Hinata relève la tête. Son regard se durcit. Quoi qu'il arrive je veux rattraper cette personne. Rattraper mon petit frère. Sugo est sous le choc. Tu parles de Kamishiro Yuki, le numéro 5 des rangs S? Toi, un simple rang S? Il s'accroupit et soupire, l'air dépité. C'est impossible. Puis il éclate de rire. T'es génial, vraiment intéressant. Il se relève et jette nonchalamment une carte en direction d'Hinata. Bon, alors je te donne ça. Hinata tend les mains en panique pour la rattraper. C'est... Sugo lui fait un signe de la main. N'oublie pas d'y aller demain, c'est un ordre. Hinata baisse les yeux sur la carte qu'il tient dans sa main. Rendez-vous dans la 2e salle de classe spéciale.
Le lendemain, le soleil inonde les magnifiques bâtiments du campus. Tsukishiro marche seul dans un couloir désert. C'est monsieur Minazuki qui m'a demandé de venir. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis super stressé. Il se tient devant la porte, prend une grande inspiration, quand soudain un bruit assourdissant retentit. La porte tout entière vole en éclats sous la violence du choc. Des débris et des éclats de bois giclent dans tous les sens. Un garçon aux cheveux verts surgit, suivi de près par une fille canon aux cheveux courts qui fonce elle aussi. Elle a l'air complètement déchaînée. Les deux s'affrontent violemment en plein vol. Tsukishiro contemple la scène chaotique qui se déroule sous ses yeux. Et il hurle, intérieurement désespéré. « Mais c'est quoi leur problème à ces tarés ?» Minazuki montre du doigt la salle de classe en ruine. Premier jour de cours et la salle était déjà dans cet état. Qu'est-ce qui s'est passé? Tsukishiro est assis sur un bureau, l'air complètement paumé. Tomioka pointe Shishigami Réon du doigt et crie « C'est elle !» Minazuki regarde les deux qui se font face et sourit, un peu blasé. « Bon, je suis ravi de voir que vous vous entendez si bien. » Il prend une craie et commence à écrire au tableau. « Allez, on reprend. À partir d'aujourd'hui, je suis votre tuteur, enchanté de faire votre connaissance. » Il désigne un côté de la classe. On va commencer les présentations en partant de là-bas. Une fille blonde se lève et déclare à voix haute « Je suis Shishigami, chasseuse de rang D. Réon, mon partenaire, cette lunesse, est le héros de la mythologie nordique. Beowulf. » Tomioka, avachi sur sa chaise, lance nonchalamment « Moi, c'est Tomioka, chasseur de rang D. Ma partenaire est à la déesse romaine Minerve. » Il ferme les yeux et ajoute « Ravi de vous rencontrer. » C'est alors que Masamune surgit de l'arrière, enchanté de faire votre connaissance. Je suis Masamune, chasseur de rang C. Mon partenaire contractuel et c'est mon idole, Okita Soji. Un silence de mort s'installe dans la classe. Tomioka pointe Masamune du doigt et demande « C'est quoi cette dégaine ?» Masamune répond, tout excité « Bonne question. En fait, j'ai toujours eu une admiration sans borne pour le Shinsengumi, et surtout pour le capitaine de la première division, le sabreur de génie, Okita Soji, en personne. Et ce costume, c'est le fruit de mon admiration. » Minazuki tape dans ses mains. « Ok, ok. Le suivant attend, alors dépêche-toi. Commence. » Tsukishiro prend la parole, un peu mal à l'aise. « Je suis officier de soutien logistique de rang F. Je m'appelle Tsukishiro, mon partenaire de pacte. Je ne sais pas qui c'est. » Masamune penche la tête, perplexe. « Attends, tu veux dire que t'en as vraiment aucune idée ?» Minazuki explique. Tsukishiro vient de conclure son pacte hier. Shishigami Réon s'écrie « Hier ?» Tomioka regarde Tsukishiro et lui lance « La sélection a commencé il y a 10 ans. T'es vraiment à la bourre, toi. » Minazuki se tourne vers ses élèves. « Bon, maintenant, j'ai une question pour vous. » Il dessine 4 cercles qui se chevauchent au tableau, avec un énorme point d'interrogation au milieu. Quel est le point commun entre Tsukishiro, notre nouvelle recrue et officier de soutien logistique de rang F, et vous trois? Shishigami Réon lève la main et crie « On est tous jeunes !» Minazuki secoue la tête. « Vous avez tous 17 ans, mais ce n'est pas la bonne réponse. Vos pouvoirs à tous sont instables. Vous êtes incapables de communiquer correctement avec vos esprits alliés. Vous perdez facilement le contrôle. Vous galérez tous à progresser. Parce que vous ne savez pas utiliser votre pouvoir correctement. Alors, pourquoi vous avoir réunis tous les 4 ?» Minazuki reprend. « Mais avant ça, faisons une petite révision. » Il sort une cigarette de son paquet. « La sélection du roi divin a commencé il y a 10 ans. Alors, quelles sont les conditions de victoire, Tomioka ?» Tomioka est pris de court. Les candidats au titre de roi divin, c'est-à-dire les dieux et les héros, doivent résoudre le Ragnarok avec les humains qu'ils ont choisis. « Exact !» Minazuki hoche la tête. « Bonne réponse. Et maintenant, quelle est la méthode pour s'occuper des portes du crépuscule, d'où sortent ces créatures dangereuses ?» Masamune lève brusquement la main et hurle « Actuellement, on n'en sait rien. » Minazuki acquiesce. « C'est ça. On connaît les conditions de la victoire. Mais la méthode pour y parvenir reste un mystère. Alors, qu'est-ce que les humains élus, qui risquent leur vie au combat, ont à y gagner ?» Shishigami Réon brandit le poing, tout excité. « Si leur partenaire devient roi divin, ils peuvent réaliser un vœu, » annonce Minazuki. « Personne ne se bat pour le monde ou pour l'humanité. Chaque élu se bat pour son propre vœu. Mais le pouvoir d'une seule personne a ses limites. La politique de l'Académie est d'exterminer ces monstres tout en cherchant une solution. Cependant, certains élus n'en ont rien à faire de la vie des autres. Vous devez savoir de qui je parle, pas vrai ?» Tsukishiro regarde Minazuki, le visage soudainement grave. « Les adorateurs des dieux, dit Minazuki. Exact, ce sont les 2 principales organisations du Ragnarok. Chaque pays a son académie et son association des adorateurs des dieux. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur à la sélection du roi divin. C'est pourquoi certains élus essaient de nous anéantir en premier. » Il écrase sa cigarette. « Pour être franc, l'Académie est en mauvaise posture. Récemment, plusieurs chasseurs de haut rang ont été tués.
Ça n'a pas été rendu public, mais même des chasseurs de rang S ont été gravement blessés. Shishigami Réon se lève d'un bond en tapant sur la table. Impossible, ce serait un scandale monstre. Minazuki fait un geste de la main. Ne vous en faites pas trop, je suis plus fort que tous les rangs S réunis. C'est pour cette raison que j'ai rassemblé ceux dont le potentiel a été négligé. Masamune et Tomioka assistent à la scène, complètement abasourdis. Minazuki poursuit. Voilà la situation, nous devons renforcer nos troupes immédiatement. C'est pourquoi je vous ai choisi, vous qui avez du potentiel. À partir de maintenant, vous allez suivre un programme d'entraînement que j'ai conçu personnellement. Masamune hurle surexcité. On va être entraîné directement par le meilleur chasseur de rang S. Tomioka dit en souriant. C'est génial. Tsukishiro se met à sourire lui aussi. C'est un honneur, si je bosse dur ici, je pourrais rattraper les meilleurs. Minazuki se tourne vers Tsukishiro. Puisque tu n'arrives pas encore à contrôler ton pouvoir correctement, tu dois d'abord apprendre à coopérer avec les autres. Tâche de ne pas crever, d'accord? Il apparaît soudainement derrière Tsukishiro, une foudre bleue crépitant dans sa main. Avant que Tsukishiro ait eu le temps de réagir, il est frappé par la foudre. Il se sent pris de vertige, puis se retrouve debout au milieu d'une plaine désolée. Tout autour de lui, des épées brisées sont plantées dans le sol. Tsukishiro contemple le paysage. Mais c'est quoi cet endroit? Il regarde partout autour de lui. Il crie à plein poumon. Professeur Minazuki, une silhouette noire gigantesque est assise sur un rocher en hauteur. Ça fait un bail, gamin. Hinata s'arrête et lève les yeux. Cette voix, c'est toi, celui d'avant? L'ombre noire tourne légèrement la tête. Tu ne sais toujours pas comment parler poliment, on dirait. Utiliser tu pour s'adresser à un guerrier, mais je suis de très mauvaise humeur aujourd'hui. Alors je vais passer sur ton insolence pour cette fois. Il se retourne. Il le toise de haut et dit « Appelle-moi Kuroyasha ». Tsukishiro lui demande d'une voix forte « On a déjà signé un contrat, non ? Pourquoi t'as arrêté de me répondre en plein milieu hier ?» Kuroyasha répond froidement « J'ai perdu tout intérêt, c'est tout !» Tsukishiro s'exclame sous le choc. « Quoi ?» Kuroyasha enchaîne « Je t'ai prêté ma force à cause de ta détermination à protéger ton petit frère. Mais ce combat, c'était pathétique. Tu n'es pas digne de mon pouvoir. Cette unique fois était suffisante. Il n'y en aura pas d'autre. » Tsukishiro se précipite vers lui. « Attends, tu ne veux pas devenir le roi Dieu ?» Kuroyasha répond « Le trône ne m'intéresse pas. Je compte faire un peu de tourisme dans le monde des humains en attendant la fin de la sélection. » Hinata déclare « J'ai décidé de rattraper Yuki. » Il crie en direction de Kuroyasha « S'il te plaît, prête-moi ta force, je t'en supplie. » Kuroyasha dit « Puisqu'il en est ainsi, prends cette épée. » D'un simple geste de la main, il lance une longue épée vers Hinata. « Si tu arrives à me faire ne serait-ce qu'une seule blessure qui en vaille la peine, alors je te prêterai ma force, prouve-moi ta valeur. » Hinata ressentit une pression écrasante. Kuroyasha dit d'un ton glacial « Vas-y, attaque. Ceux qui n'ont pas la détermination de frapper ne font que se faire tuer. Ne baisse pas la tête, regarde-moi en face. Tu as peur de blesser les autres? Celui qui n'a pas la volonté de trancher est destiné à être tranché lui-même. » Il brandit sa longue lame. Un éclair violet fend l'obscurité et fonce instantanément sur Hinata. Comme ça, Hinata n'a même pas le temps de réagir. Il ne sent qu'une douleur fulgurante, du sang gicle sur le sol. La tête d'Hinata roule par terre, il regarde autour de lui, complètement perdu. Kuroyasha ramasse sa tête. « Alors, ça fait quoi? Comment on se sent quand on n'est plus qu'une tête coupée ?» Tsukishiro contemple la scène. « C'est bizarre. » Sa conscience commence à s'estomper. « Je me sens si fatigué. » Et soudain, Tsukishiro se réveille en sursaut. Il pousse un petit cri étranglé. Une violente nausée le submerge. Il tombe à genoux et se met à vomir. « Est-ce que je viens de mourir? » « Non, j'ai été tué. On m'a coupé la tête. » Kuroyasha se tient à côté, toisant un Hinata en piteux état. « Regarde-toi un peu. Vraiment pathétique. » Il pointe au loin et dit « Regarde, les dieux et les héros vivent chacun dans les mondes qu'ils ont créés de leurs propres mains. Ce n'est pas la réalité dans laquelle vous, les humains, vivez. Là-bas, dans la plaine, d'innombrables soldats s'entretuent avec fureur, les chevaux de guerre galopent. Les cris de guerre font trembler le ciel et la terre. » Kuroyasha claque des doigts. Le champ de bataille devant eux s'effondre en un instant, ne laissant derrière lui qu'un sol jonché de débris et de lames de glace brisées. Le sang colore les armures brisées. Il regarde Hinata et lui demande « Tu as compris? Ici, ta vie et ta mort sont entièrement entre mes mains. » Tsukishiro observe la scène. « Alors, rien de tout ça n'était réel ?» Kuroyasha dit « Si tu as compris, dépêche-toi de rentrer chez toi. » Il claque à nouveau des doigts. Une aura violette et noire ondule violemment dans les airs. Un vortex violet distordu apparaît de nulle part. « J'ai créé une sortie. Utilise-la pour retourner dans ta réalité. » Kuroyasha s'assoit derrière un rocher. On ne se reverra probablement jamais. Adieu. Hinata se tient seul sur la terre désolée. Il regarde devant lui en silence.
Il marche vers la porte de pierre qui dégage une aura étrange et s'arrête devant le vortex violet. Kuroyasha, adossé dans l'ombre du rocher, ne dit pas un mot. Soudain, Hinata dégaine sa longue épée et frappe en direction de Kuroyasha. Ce dernier esquive d'un pas de côté et lui saisit le poignet. « Qu'est-ce que tu fabriques, gamin ?» Hinata, à terre, se relève en s'appuyant sur ses mains tremblantes. « Désolé, je manquais de détermination. Pour être honnête, que ce soit blesser les autres ou me faire blesser moi-même, tout ça me terrifie. J'ai très peur. Mais je ne fuirai pas. » Kuroyasha le regarde en silence. Hinata continue. « Je n'ai pas réussi à protéger maman et papa, mais il me reste encore Yuki. Je veux le pouvoir de protéger ma famille. » Kuroyasha ferme les yeux et pousse un léger soupir. « Relève-toi. Je reconnais ta détermination. » Hinata lève la tête, surpris. Il pousse un cri de douleur. Du sang jaillit de sa poitrine et gicle partout. Kuroyasha a de nouveau transpercé le corps d'Hinata de sa lame. Il dit froidement « Ne te méprends pas. Reconnaître ta détermination ne veut pas dire que mes conditions ont changé. Tu veux rattraper ton frère et le protéger, c'est ça? Alors tu dois devenir plus fort. Je ne te dirai plus de partir. Mais en attendant que tu arrives à me toucher ne serait-ce qu'une fois, tu peux crever ici autant de fois que tu le voudras. » Le visage en sang, Tsukishiro lève les yeux, terrifié. La longue épée de Kuroyasha s'abat de nouveau, lui transperçant le crâne. La voix de Kuroyasha résonne dans le vide. « Meurs des centaines de fois, à des milliers de fois. » Tsukishiro se réveille une fois de plus dans une douleur atroce, poussant un hurlement à fendre l'âme. Il s'effondre sur le sol, tout son corps entouré d'une aura violette. Il halète bruyamment, puis hurle en chargeant droit devant. Encore une fois, Kuroyasha laisse échapper un ricanement froid. Plein d'entrain. Continue comme ça. Il balance sa longue épée et ouvre la poitrine d'Hinata en un instant. Le sang gicle. D'innombrables éclairs d'épée violée s'entrecroisent, déchiquetant complètement le corps d'Hinata. Il est englouti par la lumière au milieu de ses propres hurlements. Au sommet d'une falaise, deux silhouettes s'affrontent violemment. Le choc des lames produit des étincelles éblouissantes. Hinata serre sa longue épée à deux mains, le souffle court, il grogne à voix basse. « C'est pas fini !» Kuroyasha le toise de haut et dit « La 372e fois. Après être mort autant de fois, tu ne sais toujours que foncer droit devant ?» L'aura noire autour de lui s'intensifie. Il abaisse son centre de gravité et prend une posture de dégainage rapide. Mais Hinata ne recule pas. Il fonce droit sur l'éclair de la lame. Leurs deux silhouettes se croisent dans les airs, leurs épées dessinant un immense arc de lumière. Kuroyasha affiche une expression surprise. Les coins des lèvres d'Hinata se relèvent en un sourire dément. Il abat son épée. « Je te tiens !» Hinata s'écrase au sol, le souffle court. « Presque. La prochaine fois, je te toucherai à coup sûr », déclare Kuroyasha en répétant son geste. Le même mouvement? C'était donc une préparation pour cette attaque? Pas bête du tout. Il s'est mis à réfléchir. Je vois, on dirait que même un amateur peut apprendre 2 ou 3 trucs après s'être fait trancher des centaines de fois. Bon, on change un peu de style? Kuroyasha tend la main et des flammes noires se rassemblent dans sa paume. Une longue épée d'un noir de jet, nimbée d'une aura déchaînée, se matérialise à partir de rien. Il saisit la poignée et la pression ambiante devient aussitôt écrasante. Yuexiang s'exclame « Son arme a changé !» Kuroyasha lève les deux mains vers le ciel. Une aura violette tourbillonne frénétiquement dans ses paumes. D'une voix grave, il déclare « Je suis le maître de toutes choses. À mon époque, on ne pouvait pas survivre uniquement grâce à l'escrime. Ce n'était pas qu'à une époque d'enfant de cœur. » Une lance violette transperce violemment la poitrine de Hinata. Ce dernier laisse échapper un grognement de douleur. Kuroyasha bande un long arc violet, une flèche se matérialise sur la corde. Hinata regarde la scène, abasourdi. « Sérieux, il a même un arc ?» Il se retourne et se met à courir. « Merde, il faut que je prenne de la distance. » Kuroyasha lâche la corde et la flèche file comme un éclair violet. Elle transperce instantanément le torse de Hinata. Celui-ci pousse un cri atroce, le sang gicle sur le sol. Il baisse les yeux vers son ventre. Un énorme trou béant et sanglant s'y est formé. « Tu sors vraiment tout l'attirail, hein ?» commente Kuroyasha. Face à des armes à distance, et la façon de se battre est complètement différente. « Allez, on continue. Relève-toi vite. » Hinata agit dans une mare de sang. Il halète de douleur, du sang n'arrête pas de couler de sa bouche. Kuroyasha le surplombe d'un ton neutre. « Comment ça, j'ai pas réussi à te tuer ?» Il lève son arme et dit froidement « Je vais abréger tes souffrances. » Soudain, Hinata brandit son épée et la plante droit vers le torse de Kuroyasha. Ce dernier esquive d'un pas de côté. Une attaque surprise? Tu as supporté une douleur mortelle? Juste pour pouvoir porter ce coup. Un coin de ses lèvres se relève, esquissant un sourire approbateur. Aller aussi loin pour une seule attaque, c'est impressionnant. Il rengaine son arme. Son regard a perdu un peu de sa froideur. Le ciel étoilé s'efface peu à peu tandis que les premières lueurs de l'aube apparaissent à l'horizon. Kuroyasha remet son épée dans son fourreau.
On entend un clic net. Hinata debout en face demande avec un peu d'embarras « L'attaque surprise de tout à l'heure. C'était un peu un coup bas, non ?» Kuroyasha répond « Toucher, c'est toucher. Un samouraï ne revient jamais sur sa parole. Comme convenu, je jure de combattre à tes côtés. Prends ça. » Hinata accepte l'épée, un peu hébété. Une aura noire s'enroule aussitôt autour de son bras. Il ressent une puissance qu'il n'avait jamais connue auparavant. Hinata affiche un grand sourire et s'écrie « Merci Kuroyasha ». Kuroyasha se retourne vers l'immense porte de pierre. Un vortex violet tourbillonne violemment à sa base. Il murmure « Bon, il est temps de retourner à la réalité ». On dirait qu'il y a aussi des problèmes de l'autre côté. Masamune serre la poignée de son épée. Il serre les dents pour tenir debout, le sang imbibant ses vêtements. Il est en plein milieu d'un combat difficile. Hinata se réveille en sursaut, affalé sur son pupitre, le souffle court. Il regarde autour de lui. La salle de classe vide est sans dessus-dessous. Les tables et les chaises sont renversées, des débris jonchent le sol. Hinata lève les yeux vers l'horloge murale. « Ça fait à peine plus d'une heure ?» La silhouette de Kuroyasha apparaît derrière Hinata. « Je t'avais prévenu, cet endroit n'est pas le monde des vivants. » Hinata se retourne et crie « Kuroyasha !» Kuroyasha le regarde de haut. Là-bas, le temps ne s'écoule pas de la même manière. 3 jours là-bas ne sont qu'un instant ici. Hinata lève la tête, une expression complexe de survivant sur le visage. Des larmes brillent au coin de ses yeux. Kuroyasha le regarde et demande « C'est quoi cette tête ?» Hinata pousse un long soupir. « Dieu merci. J'ai cru que tout ce que je venais de vivre n'était qu'un rêve. » Sakuya Izayoi s'approche en lui tapotant l'épaule de Hinata et dit « Te voilà de retour ?» Hinata murmure « Sakuya Izayoi ». Minato Izayoi regarda Hinata en souriant. « Apparemment, ça s'est bien passé, hein? T'as réussi à conclure le pacte, et sans même y laisser ta peau. » Hinata agita les mains dans tous les sens. « Je me suis fait buter sans pitié. Des centaines de fois, je te dis. » Minato Izayoi regardait Hinata. « Ah, je vois. » Il se met à réfléchir. Normalement, mourir ne serait-ce qu'une seule fois. Il en suffit à briser complètement le mental de quelqu'un. Et ce gamin, il a... Hinata crie en direction de Kuroyasha. « Sois un peu plus doux avec moi, bordel. » Qui ferait un truc pareil? Il se calme et demande « Au fait, où sont les autres ?» Sakuya Izayoi regarde par la fenêtre. Juste là, dehors, sur le terrain vague, Masamune est à moitié agenouillé par terre, le souffle court. Hinata est perplexe. « Pourquoi tout le monde est en charpie ?» Sakuya Izayoi éclate de rire et dit « Ben oui, contrairement à toi, je n'avais pas encore eu l'occasion de les affronter directement. Alors, pour tuer le temps en attendant, j'ai fait un petit test de niveau. » Hinata hurle. « C'est quoi ce genre de test, sérieux ?» Masamune, affalé au bord d'un cratère, jure à voix basse « Espèce de démon, j'ai cru que j'allais y passer. » Sakuya Izayoi regarde le groupe complètement épuisé. « Bon, maintenant que je connais le niveau de chacun, à partir de maintenant, je vais vous faire des entraînements en duo. » Il pointe devant lui et annonce « Premier groupe, Shishikura, Rei et Tomita. » Tomita se met à suer à grosses gouttes. « Moi, en équipe avec lui ?» Shishikura Rei écarquille les yeux, l'air complètement opposé à l'idée. Sakuya Izayoi montre un papier avec un dessin de bonshommes qui se courent après. « Ce que je veux que vous fassiez tous les deux, c'est ça, une partie de cache-cache. » Tomita est dessous le choc. « Jouer à cache-cache avec ce type? C'est une blague, non? Elle va un peu trop loin, là. » Shishikura Rei, lui, est rouge de colère. Izayoi écarte les bras et explique « Je vais vous donner les règles en détail. Après tout, si je vous laisse toutes les deux sans surveillance, vous allez vous sauter à la gorge direct. » Prochain duo, Masamune et Hinata. Pour faire simple, c'est un duel officiel où vous pouvez utiliser vos pouvoirs. Puisque vous êtes toutes les deux de type clairvoyant, on va commencer par améliorer vos compétences en combat réel. Allez, en route! Hinata et Masamune marchent dans les couloirs de l'école. Hinata, un peu mal à l'aise, prend la parole. « Mademoiselle Masamune ?» Masamune lui répond « M'appeler mademoiselle, c'est beaucoup trop formel. On a à peu près le même âge, alors n'hésite pas. Appelle-moi juste Masamune. » Hinata, un peu gênée, se corrige. « D'accord, Masamune. » Masamune répond d'une voix forte « Oui, maître Hinata !» Hinata reste figé sur place. « Maître ?» En y repensant, Izayoi avait mentionné que tu n'arrivais pas à communiquer avec ton contractant. Masamune s'arrête brusquement. « On dirait que je suis enfin arrivé dans la réalité où se trouve maître Okita. » Hinata pousse un cri de terreur. Elle se recroqueville sur elle-même. Masamune, tout excitée, explique à Hinata en gesticulant « Je ne comprends absolument pas pourquoi c'est comme ça, mais depuis qu'on a signé notre contrat d'il y a 10 ans, j'ai toujours fait de mon mieux pour communiquer avec lui à ma façon, j'ai tapissé ma chambre de portrait de maître Okita. Je suis même allé en pèlerinage sur tous les sites historiques liés à maître Okita. J'étais tellement surexcité que je me suis effondré sur le bord de la route. L'écran de mon téléphone est rempli de photos d'Okita. Je commence par son enfance
et je lui récite par cœur tout ce que les livres d'histoire disent sur Maître Okita. Je lui raconte dans les moindres détails à quel point j'aime et je respecte profondément Maître Okita. Masamune s'effondre soudain en larmes. Elle hurle face caméra dans le couloir. Alors pourquoi? Pourquoi? Hinata se dit en son fort intérieur. Ce ne serait pas parce que son amour est un peu trop lourd, par hasard? Les deux jeunes filles arrivent dans un gymnase vide et se font face au milieu du parquet. Hinata se tourne vers Kuroyasha à ses côtés. Kuroyasha, s'il te plaît. Kuroyasha répond d'une voix basse. Bien. Une aura violette et noire enveloppe instantanément Hinata qui se change en sa tenue de combat noire. Elle porte une écharpe rouge vif autour du cou et tient un long katana dans sa main. Masamune, voyant Hinata transformée, s'exclame avec enthousiasme. C'est tellement héroïque. C'est donc ça votre forme de résonance, maître Hinata? Hinata, un peu gêné, répond « Merci ». Mais c'est la première fois que j'arrive à activer la résonance par ma propre volonté. Masamune dit alors « Alors, commençons sans plus tarder ?» Hinata demande, un peu perplexe « Tu n'actives pas ta résonance ?» Masamune bombe le torse et explique. Comme vous le savez, sans communication avec son contractant, il est impossible d'utiliser la résonance. Mais ne vous en faites pas. Elle dégaine soudainement son katana. Sa silhouette se transforme en une image floue et fonce sur Hinata. Avant même que Hinata n'ait eu le temps de réagir, Masamune a déjà abattu sa lame. Une vague d'énergie tranchante frôle la joue de Hinata. Terrifiée, Hinata se penche en arrière, évitant de justesse le coup. Kuroyasha apparaît derrière Hinata avec un grognement froid. Masamune rengaine son katana. Elle déclare avec confiance « Ma famille tient un dojo de kendo, et il se trouve que j'y suis instructrice adjointe. » Kuroyasha prévient « Écoute bien Hinata, fais attention. » Hinata serre la poignée de son sabre, son expression devenant sérieuse. Kuroyasha continue « Cette fille, elle ne fait pas que se vanter. » Masamune fonce sur Hinata et abat sa lame. Hinata lève son sabre pour parer. Les deux katanas s'entrechoquent violemment, projetant des étincelles. L'offensive de Masamune est incroyablement rapide. Ses coups continus s'abattent comme une pluie d'acier. Hinata est acculée et ne peut que parer difficilement. Masamune redouble de force. Elle frappe lourdement la lame d'Hinata. Kuroyasha crie, paniqué. « Hinata, écoute-moi. Je veux voir la véritable force de cette fille. Fais-la entrer en résonance, même de force. » Hinata répond, impuissante. « C'est impossible. Si j'en étais capable, je ne serais pas dans ce pétrin. » Kuroyasha dit calmement. Si ton adversaire est une guerrière, il y a un moyen simple de la faire coopérer. Hinata prend une profonde inspiration et dit « D'accord, je vais essayer. » Masamune lève son katana, pousse un cri de guerre et l'abat de toutes ses forces sur Hinata. Hinata place son sabre à l'horizontale devant elle et bloque l'attaque de plein fouet. D'un revers, elle lance une contre-attaque. Une vague d'énergie violette et noire s'élance. Elle se rapproche instantanément de Masamune. L'aura violette et noire pulvérise son arme. Les morceaux de la lame brisée volent dans les airs. Masamune reste figé sur place. Le choc l'envahit. En résonance, Okita, qui s'était caché dans un coin, surgit soudainement. Il se place devant Masamune. « Je ne sais pas qui tu es, mais tu ne toucheras pas à un seul cheveu de cette gamine, » dit Okita Tsuji. « Prends ton sabre. »« Masamune, je vais te prêter ma force. Punissons ensemble ces scélérats. » Kuroyasha sourit. « Tu vois, c'est exactement ce que je disais. On doit utiliser l'instinct du samouraï contre eux. L'instinct d'un samouraï, c'est de risquer sa vie pour protéger ceux qui lui sont chers. Cette tendance était particulièrement forte chez ceux qui sont devenus des héros. » Hinata demande « Et qu'est-ce que je dois faire ?» Kuroyasha ordonne « Tue cette jeune fille. » Hinata proteste vivement. « C'est n'importe quoi. » Kuroyasha répond « Ne tire pas de conclusion hâtive. Il suffit de faire semblant de vouloir la tuer. Si tu les pousses dans leur dernier retranchement, le contractant se montrera à coup sûr. » Hinata se souvient de ces mots. « C'est ce que Kuroyasha m'a dit. C'est pour ça que j'ai essayé. » Masamune regarde Okita Tsuji. « Finalement, tu tenais quand même à moi. » Okita Tsuji répond « On peut dire ça. » Masamune dit en souriant « Je pensais que tu me détestais. Je croyais qu'on ne pourrait jamais communiquer comme ça. Ou utiliser nos pouvoirs. » Okita Tsuji tend la main et prend celle de Masamune. « Je suis désolé de t'avoir inquiété. Malgré tout, c'est toi que j'ai reconnu et avec qui j'ai scellé ce pacte. S'il te plaît, combats à mes côtés. » Masamune s'incline devant Hinata. « Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler à Okita. » Hinata répond « Je voulais juste voir ta pleine puissance. » Masamune saisit la poignée de son sabre. « Dans ce cas, même si ce n'est pas un remerciement officiel, je vais te montrer toute ma force. Kiku Ichimonji Norimune. » Elle fonce en avant et exécute une estocade en 3 temps. Hinata regarde l'attaque se rapprocher. « Pas bon !» Une énorme onde de choc explose dans le couloir. Masamune dit en souriant
C'était vraiment un entraînement super efficace. On remet ça la prochaine fois, hein? Répond Yuexiang, complètement à plat. Ouais, si tu veux. Les deux se dirigent vers les serpents, vers la sortie du terrain d'entraînement. La grande porte s'ouvre lentement. Hinata demande « Alors, les types de la tribu O, ils jouent encore à cache-cache ?» Izayoi est assis par terre. Bien joué. Comment ça s'est passé? On dirait que vous êtes devenus potes, tous les deux. Masamune a l'air super excité. Izayoi caresse la tête de Masamune. En fait, Masamune est déjà super balèze dans son état de base. J'imagine que sans un vrai combat contre un élite, vous n'auriez jamais pu vous rapprocher comme ça. Masamune répond en souriant « C'est grâce à toi si on en est là maintenant ». Yuexiang regarde droit devant lui et demande « Izayoi, c'est quoi ça ?» À l'intérieur du terrain, une silhouette entourée d'éclairs et de flammes court à toute vitesse, poussant des rugissements assourdissants. La silhouette frappe violemment le sol, soulevant une onde de choc gigantesque. Izayoi explique « C'est une partie de cache-cache avec des règles spéciales. Seuls ceux qui fuient ont le droit d'attaquer. Je pensais que c'était l'entraînement parfait pour ces deux contractants dont les pouvoirs sont instables. Mais leurs personnalités sont encore plus fortes que ce que j'imaginais. » Le nabab crie en riant aux éclats « Vas-y, tue-le !» Léo, tout en s'enfuyant, hurle « Merde, ligotez-le !» Un hibou dit « Silence, mon maître se repose ici. » Léo hurle « Mais pourquoi tu dors en plein milieu d'un combat ?» Un énorme vacarme retentit dans le terrain d'entraînement. Hinata et Masamune sont assis par terre, en train de se reposer. Izayoi les regarde et dit « Écoutez bien, j'annonce maintenant le dernier cours de la journée. C'est le moment que vous attendiez tous. Moi tout seul contre vous quatre. On commence après une pause de 5 minutes. » Hinata et les 3 autres contractants, assis en rang sur le sol, sombrent dans le silence. Yuexiang regarde devant lui et demande « On fait quoi? En face à face? On n'a aucune chance. » Léo dit « T'as peur ou quoi ?» Le nabab répond « J'ai pas vraiment envie de défier le numéro 1 du rang S sans avoir un plan. » Masamune demande « Alors, tu nous proposes de réfléchir à une stratégie ?» Le nabab réfléchit « Je ne pense pas qu'un plan improvisé serve à quelque chose. C'est impossible de parler de travail d'équipe avec 4 personnes qui viennent de se rencontrer. Bon, alors, mettons-nous au moins d'accord sur nos positions. Comme vous le voyez, Léo et moi, on est des spécialistes purs. Je suis un attaquant à distance et Léo, un attaquant au corps à corps. On s'occupera de l'avant et de l'arrière. Ça vous va, à vous deux, de gérer le milieu ?» Hinata et Masamune hochent la tête. Izayoi, au loin, demande « La réunion stratégique est terminée? Alors ce mégot sera le signal du départ. » D'une pichenette, il envoie le mégot en l'air. Celui-ci tournoie et retombe lentement. Dès que le mégot touche le sol, le nabab agite sa lance et crie « Allez, à l'attaque, Léo !» Léo se penche et fonce en avant, répondant à voix haute « Ne me donne pas d'ordre !» Il déploie ses griffes acérées et frappe devant lui. Izayoi esquive l'attaque d'un pas de côté avec un petit rire. Léo, voyant son attaque manquée, crie « Quoi ?» Hinata regarde sur le côté et crie « Masamune !» Masamune répond « À vos ordres !» Il dégaine son épée et son corps se transforme en un éclair de lumière bleue fonçant sur Izayoi. Une énergie violette et noire explose autour d'Izayoi. Elle repousse toutes les attaques environnantes. Il est apparu, on ne sait quand, derrière Masamune et le maîtrise d'une seule main. Hinata regarde la scène. Impossible, ce type se bat avec une seule main et un seul pied en état de résonance. Il brandit son épée et fonce sur Izayoi. Les jambes d'Izayoi sont entravées par des lianes. Il reste sur place et dit « Pour une coordination improvisée, c'est pas mal du tout. Mais en termes de puissance pure, je ne perdrai pas. » Une énorme explosion retentit dans le terrain d'entraînement, creusant un immense cratère dans le sol. Izayoi regarde les 4 personnes à terre et dit « Anéanti en 20 secondes, vous êtes vraiment nuls. » Hinata lève la main et demande « Je sais que c'est un peu tard pour demander ça, mais qui est ton contractant ?» Minato Izayoi répond « L'identité de la plupart des contractants de rang S est confidentielle. » Hinata demande « Pourquoi ?» Minato Izayoi explique « Certains cachent leur identité, mais ce n'est pas mon cas. » Zeus apparaît soudainement. Quelle barbe. La sélection est dans une impasse. « Tu as vraiment le temps de jouer avec des gamins ici ?» Minato Izayoi crie avec fureur. « Reste loin de ce garçon, Zeus !» Zeus passe son bras autour du cou d'Izayoi par derrière. « Quel est l'intérêt d'entraîner tes concurrents ?» Il affiche un sourire féroce, ses yeux brillants d'une lueur dorée et menaçante. « Pendant qu'ils sont encore faibles, on ne devrait pas simplement les tuer ?» À cet instant, toutes les personnes présentes furent convaincues d'une chose. Le roi des dieux actuel n'en a absolument rien à faire des humains, pas le moins du monde. Le crépuscule enveloppe le campus. Un coin du couloir est en ruine. Les murs sont effondrés, des débris jonchent le sol. Hinata est affalé sur une table poussant un long soupir. « Je suis complètement lessivé. » Le nabab, la tête en arrière, répond avec une profonde empathie. « Je te comprends.
C'était beaucoup trop intense pour un premier jour. Je pensais qu'on allait juste se rassembler, et au final, on a dû faire un combat simulé contre le numéro 1 du rang S. Et en plus, il s'est passé ce truc à la fin. Vous pensez qu'on va s'en sortir indemne à l'avenir? Yue Xiang est perdu dans ses pensées. Masamune crie soudain. À quelque chose malheur est bon, il dégaine brusquement sa longue épée. Il déclare haut et fort: ça ne sert à rien de s'inquiéter pour un futur qu'on ne connaît pas encore. Les soucis de demain, on les laissera à demain. Il sera bien temps d'y penser à ce moment-là. Hinata regarde Masamune et s'exclame: Masamune est vraiment positif. Demain, je vais me donner à fond à l'entraînement, moi aussi. Léo se lève en souriant. S'inquiéter maintenant, c'est une perte de temps. Rentrons chez nous. Une voix se fait entendre au bout du couloir. Dieu merci, je suis content de voir que vous êtes encore là. Minato Izayoi leur barre la route. Il y a encore un endroit que j'aimerais vous présenter. Le soleil couchant teint toute la ville d'un rouge doré. Les gratte-ciel projettent de longues ombres dans la lumière déclinante. Le nabab marche sans énergie sur un sentier du campus. Pitié, professeur, je suis complètement à plat. Minato Izayoi se retourne et le rassure avec un sourire. Allez, allez, modèle. Ne dis pas ça, on y est presque. Il s'arrêta devant un bâtiment grandiose, et je suis sûr et certain que vous allez adorer cet endroit. Masamune s'arrêta perplexe en regardant le bâtiment devant lui. En poussant la grande porte, la scène à l'intérieur les laissa bouche bée. Un immense lustre en cristal pendait du haut plafond, projetant une lumière éblouissante. Une fontaine était installée dans le hall spacieux, ses jets d'eau scintillant sous les lumières. L'environnement était d'un luxe extravagant. En regardant cette scène, il demanda à voix haute: « Cet endroit, c'est pas ?» Kojuro expliqua avec un sourire: « C'est l'un des dortoirs du centre d'entraînement spécialement réservé aux chasseurs de haut rang. L'académie d'entraînement des chasseurs. On y trouve un restaurant buffet qui sert des plats japonais, occidentaux et chinois à toute heure, ainsi qu'une salle de sport équipée des dernières machines. Et aussi de grands bains publics ouverts 24 heures sur 24. Masamune, les yeux rivés sur le lustre magnifique, dit: « C'est absolument parfait, impeccable. Mais c'est combien le loyer ?» Kojuro sourit et fit un zéro avec ses doigts. Masamune s'écria: « C'est gratuit ?» C'est une agence gouvernementale créée pour gérer la porte de Shuen. Elle gère les forces d'élite du Japon et est chargée de former ceux qui aspirent à devenir des chasseurs, étant donné que cette agence joue un rôle crucial dans la protection des citoyens contre la menace des monstres. Son budget et ses avantages dépassent de loin ceux de la police actuelle. Fugu, marchant dans un couloir aux tapis épais, demanda à voix haute, incrédule: « T'es sérieux? C'est vraiment un dortoir? On dirait un hôtel de luxe carrément. » Kojuro répondit en souriant: « D'ailleurs, les dortoirs pour les rangs S sont encore plus impressionnants. » Shishikura ouvrit brusquement une porte et cria à ses camarades derrière lui: « Hé, venez voir !» L'intérieur de la chambre était spacieux et lumineux, le soleil entrant par d'immenses baies vitrées qui illuminèrent le canapé moelleux. La décoration raffinée brillait de mille feux. Devant ce spectacle, tout le monde s'exclama de surprise. « Ouah !» Hinata souleva le rideau. Et en voyant la chambre impeccable, il s'émerveilla. Quelle chambre stylée! Shishikura, tout excité, plongea sur le grand lit moelleux. Je croyais que ce genre d'endroit n'existait qu'à la télé. Fugu, debout sur le pas de la porte, demanda, n'osant y croire: ça veut dire que c'est... Kojuro répondit: exact. C'est une chambre individuelle préparée pour les chasseurs qui emménagent ici. Shishikura, affalé sur le lit, s'enfonça dans la couette moelleuse. C'est vrai, Kojuro confirma d'un signe de tête, c'est vrai. Une chambre par personne. Et la plupart des meubles sont déjà fournis. Faites le tour. À partir de demain, ce sera votre nouvelle maison. Shishikura se redressa d'un bond et hurla: « Sérieux? On peut vraiment habiter ici ?» Il se précipita vers Kojuro, attrapant ses vêtements et le secouant sans arrêt. Hinata, en voyant la scène, demanda avec hésitation: « C'est vraiment d'accord? Je ne suis qu'un rang F pourtant. » Kojuro répondit en souriant: « Bien sûr que c'est d'accord. Le service de gestion des installations a accueilli la proposition avec grand plaisir. Même si la demande était soudaine, ils nous ont préparé 4 chambres en un éclair. » Kojuro posa sa main sur l'épaule du responsable et exigea à voix haute: « Veuillez nous préparer immédiatement des chambres pour 4 personnes. » Le responsable, terrifié, se mit à suer à grosses gouttes. Masamune sauta de joie: « Génial! Rentrons vite faire nos bagages pour emménager. C'est comme dans un rêve. Une fois qu'on aura fini de déménager, on fera une fête pour célébrer ça dans nos chambres. » Fugu, regardant le bout du couloir, se perdit dans ses pensées. Kojuro leur fit signe de la main pour leur dire au revoir. Alors, bon déménagement. Le lendemain, le soleil brillait. Les gratte-ciel de la ville se découpaient nettement sous le ciel bleu et les nuages blancs. Dans une chambre modeste, avec des lits superposés, Shishikura était accroupi par terre, en train de faire ses bagages. Il mit son lourd sac de sport sur son dos
et sortit en courant d'un bâtiment en briques rouges appelé Orphelinat Seiko. Il se retourna et cria aux enfants qui lui disaient au revoir à la porte « J'y vais !» De son côté, Masamune était occupé à trier ses affaires. Ses cartons étaient remplis de posters enroulés et de toutes sortes de goodies. Il y avait même une boîte de figurines avec le nom Okita imprimé dessus. En regardant la montagne de ses objets de collection, il laissa échapper un soupir d'admiration. Okita Tsuji, caché derrière un arbre, observait Masamune s'affairer. Au loin, une voix l'appela « Grand frère ». Fugu s'arrêta et se tourna dans la direction d'où venait la voix, un sourire doux sur le visage. Il tendit la main pour caresser la tête d'un enfant. Mizuho était seul dans une pièce de style japonais. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre en papier et se posait sur les tatamis. Il était agenouillé devant un autel bouddhiste, les mains jointes et les yeux fermés. Une fine fumée s'élevait du brûleur d'encens. Sur l'autel étaient reposées des photos de ses parents. Sur la photo, ils souriaient de toutes leurs dents, avec une photo de famille glissée au milieu. Dans son cœur, Mizuho se dit « Papa, maman, je suis devenu un élite. Le numéro 1 de rang S est devenu mon maître. Je pense que je pourrais me faire des amis intéressants à l'avenir, même si pour l'instant, je suis loin d'être un adversaire à la hauteur des Yuki. » Il serra le poing. « Je vais devenir plus fort. Je deviendrai assez fort, c'est sûr. Assez fort pour pouvoir protéger Yuki, je vous le promets. » Une voix se fit entendre depuis la porte. « Mizuho !» Mizuho se retourna. « Mamie !» La vieille femme se tenait sur le pas de la porte, l'air un peu gêné. « Pardon, tu étais encore en train de leur parler ?» Hinata se leva. « Non, ça va, qu'est-ce qu'il y a ?» La vieille femme sourit. « Le petit déjeuner est prêt. Mangeons ensemble. » Hinata jeta un œil à l'horloge murale. « Merci, mais je suis un peu pressé par le temps. » Il se gratta la tête. « On mangera ensemble la prochaine fois que je reviendrai, promis. » La vieille dame regarda Hinata. « Ne dis pas ça. Et c'est peut-être la dernière fois, n'est-ce pas ?» Mizuho répondit à voix basse. « Oui. » La table était couverte de plats copieux. Le ragoût, le poisson grillé. La soupe miso et les légumes marinés dégageaient un parfum appétissant. La vieille femme apporta les plats chauds. « J'ai fait beaucoup de ton ragoût préféré, sers-toi autant que tu veux. » Hinata dit « Merci mamie, je vais me régaler. » Le grand-père prit la parole. « Le jour où Jinda Yuki est parti, j'ai dit la même chose, mais tu dois te souvenir d'une chose, tu es toi. Tu n'as pas besoin d'essayer d'imiter Yuki en tout. » Mizuho appela doucement. « Papy, pour être honnête, je suis encore un peu anxieux. Je sais pas si je peux vraiment y arriver. » Le grand-père regarde Yuga. « T'inquiète, tu as en toi une force qui n'abandonne jamais. » Yuga relève brusquement la tête et le grand-père poursuit. « Depuis que tu es tout petit, tu es comme ça. Même si tu tombais et que tu te mettais à pleurer, tu te relevais aussitôt pour continuer à courir. » La grand-mère, à côté, ajoute en souriant « C'est vrai, même couvert de boue disant tu t'en fichais complètement. Tu essayais encore et encore, sans relâche. On t'a toujours observé. On sait à quel point tu es un enfant travailleur. Je suis sûr que ton père et ta mère, là-haut au paradis, seraient très fiers de toi. » Le grand-père hoche la tête, le regard plein de confiance. Yuga baisse les yeux, un léger sourire aux lèvres. « Merci. Je vais faire de mon mieux à ma manière pour que papa et maman soient fiers de moi. » Il met son sac sur son dos et crie « J'y vais !» Quelques semaines après le lancement de la classe spéciale, sur le terrain d'entraînement, on entend un bruit sourd. Une silhouette s'écrase lourdement au sol. Jurokuya, mégaphone à la main, hurle « Suivant, on enchaîne !» On commence l'entraînement au tir avec déviation sur les robots. Des rangées de robots d'entraînement avancent en parfaite synchronisation. Leurs yeux électroniques clignotent en rouge. Jurokuya continue de crier « Objectif, en détruire 10 chacun, préparez-vous, partez !» Masamune dégaine son long sabre et se met en garde. Il fonce instantanément au milieu des ennemis. Les éclats des lames et les tirs explosent au sein du groupe de robots. Nesso défonce la tête d'un robot d'un coup de pied, projetant des débris métalliques dans tous les sens. Jurokuya, assis sur le côté, gueule dans son mégaphone. Groupe de simulation de combat, pause dans 30 secondes. Nesso se faufile entre les carcasses de robots. Il tranche des membres métalliques avec sa lame courte, puis saute en l'air et abat son sabre à 2 mains. Shishirai esquive l'attaque sur le côté. « T'es trop faible. » Yuga retrouve son équilibre et lève la tête pour rétorquer « Regarde qui parle !» Shishirai plonge du ciel et les deux s'affrontent violemment en plein vol. L'onde de choc se propage tout autour. L'horloge du terrain d'entraînement indique midi. Les cloches sonnent. Jurokuya baisse son mégaphone et dit « Beau boulot. L'entraînement du matin est terminé. » Shishirai éclate de rire. « Trop cool. J'ai pas perdu le contrôle une seule fois aujourd'hui. » Hyuga, lui, se dit « En termes de force brute, je ne peux vraiment pas rivaliser avec lui. » Fugo hurle de rage. « Minerva, espèce de gamine. T'as pioncé pendant toute la deuxième mi-temps, pas vrai ?» Jurokuya s'approche de Hyuga et lui dit « Tiens ta garde un peu plus souplement. Tu as l'air en pleine forme. »
Avant, tu t'épuisais toujours super vite. Yuga répond en souriant. Ben ouais, avec un entraînement aussi intense tous les jours, n'importe qui progresserait. Jurokuya observe 3 heures d'entraînement depuis l'aube. On dirait que ces quatre-là arrivent enfin à maintenir leur résonance. Il annonce: bon, passons à l'étape suivante. Il demande avec un sourire: vous êtes prêts? Votre première mission? Il montre la requête de mission sur l'écran de son téléphone. Les quatre restent plantés là, regardant l'écran d'un air perplexe. Quoi? Le ciel est dégagé, d'immenses tuyaux d'usine s'entrecroisent partout. Un grondement sourd se fait entendre. Un employé corpulent en tenue de travail s'éponge le front et dit: Tanray, t'es notre sauveur. Je m'attendais pas à ce que tu arrives si vite. Ça se voit que tu sors d'un centre de formation. Soudain, il attrape Yuga, tout excité. Tu sais pas? C'est pas si simple d'arrêter tout cet équipement d'usine. Et puis les flics sont arrivés d'un coup. Yuga pense pour lui-même: j'arrive pas à croire que ma première mission soit une mission en solo. Il repousse l'employé et demande: bon, elle est où cette créature? L'employé corpulent reprend ses esprits et pointe au loin. Tu vois là-bas? Yuga suit son doigt du regard. C'est un groupe de silhouettes sombres tournoie dans le ciel. Yuga plisse les yeux pour mieux voir. Les ombres se rapprochent. Un groupe d'oiseaux monstrueux, le corps en feu, plonge depuis les hauteurs. L'employé corpulent dit: va savoir depuis quand. Ils ont commencé à faire leur nid, là-haut. Comme ils sont juste de niveau de danger 1, donc faible, la demande pour s'en occuper a toujours été repoussée. Ces bestioles, dès que ça leur chante, elles descendent pour attaquer les employés. Il y a déjà 5 personnes qui ont fini à l'hosto. Et en plus, avec les rumeurs de fantômes la nuit, tout le monde a commencé à démissionner. Les flics servent à rien. Alors, je suis vraiment reconnaissant que le centre de formation ait envoyé quelqu'un. On compte sur toi. Chasseur! Il attrape brusquement la main de Yuga et se penche en le suppliant: s'il te plaît, venge nos collègues. Yuga répond: compris. Il lève les yeux au ciel, le regard déterminé: je vais tous les exterminer. C'est bien beau de dire ça, mais comment je suis censé m'occuper de trucs qui volent super haut et que je peux même pas atteindre? La voix de Kuroyasha retentit derrière Yuga. Toi alors, tu me surprendras toujours. Comment tu peux faire de si grandes promesses sans avoir le moindre plan? Yuga sursauta. J'y peux rien. Quand quelqu'un me demande de l'aide, je peux juste pas refuser. Kuroyasha croise les bras. Il demande froidement: et alors? On fait quoi maintenant? Tu comptes attendre que ces piafs monstrueux daignent descendre tout seuls? Hyuga regarde les cheminées et les tuyaux denses de l'usine. Ça prendrait trop de temps. Il s'accroupit, une aura noire tourbillonnant autour de lui. Puisqu'ils sont à une hauteur inaccessible, il libère sa force d'un coup. Le sol sous ses pieds se fissure instantanément et il est projeté vers le ciel comme un boulet de canon. C'est moi qui vais monter jusqu'à eux. Yuga grimpe à toute vitesse entre les tuyaux de l'usine, prenant appui pour sauter haut dans le ciel. L'oiseau monstrueux pousse un cri perçant. Yuga est déjà au-dessus de sa tête. Dans les airs, il dégaine son long sabre. Tant que j'arrive à cette distance, la lame fend l'air et l'oiseau est tranché net en un instant. Il se dissipe en flammes. Yuga pousse une exclamation de surprise. Il réalise soudain un truc. Attends, j'ai absolument pas réfléchi à comment j'allais atterrir. Yuga tombe du ciel en hurlant et s'écrase lourdement au fin fond de l'usine, atterrissant dans la benne d'un camion avec un bruit fracassant. Kuroyasha apparaît à côté de Yuga et lui chuchote d'un ton réprobateur: « Espèce d'idiot, il y a des limites à l'imprudence. » Yuga se relève et saute du camion. « La prochaine fois, ça marchera », Kuroyasha demande, exaspéré. « Tu comptes y retourner ?» Sans même se retourner, Yuga répond: « Bien sûr ». Il se remet à courir à pleine puissance. Il bondit dans les airs. Le soleil couchant teint le ciel de rouge, les cheminées de l'usine se dressent dans la lueur du crépuscule, des nuées d'oiseaux monstrueux tournoient dans le ciel. Jessho, en plein vol, abat son long sabre sur l'oiseau monstrueux qui lui fonce dessus. « Prends ça !» Il taillade l'air frénétiquement mais ne touche que l'image rémanente de la créature. Comment est-ce possible? Jessho chute à nouveau de haut. Il s'agenouille au sol, le souffle court. « Merde !» dit froidement Yasha Noir. Il se fout complètement de ta gueule. À ce rythme, ça ne finira jamais. L'oiseau monstrueux se perche au sommet d'un énorme réservoir de gaz, les regardant de haut avec mépris. Yasha Noir continue de le prévenir. Dans moins d'une demi-heure, le soleil sera couché. Nishizu baisse la tête, réfléchissant. Y a-t-il un autre moyen de faire descendre cet oiseau? Soudain, il a une idée. Le changement d'arme que tu m'as montré avant? Yasha Noir demande. Tu parles de la maîtrise universelle d'Ossizionsklanna, demande à son tour Nishizu. Est-ce que je pourrais faire un truc pareil, moi aussi? Yasha répond. Cette technique ne peut être utilisée qu'après avoir maîtrisé absolument toutes les armes. Je pense que c'est encore trop tôt pour toi. Mais bon, ça ne coûte rien d'essayer, je vais t'apprendre. Alors vas-y, essaie. D'abord, imagine que l'ombre est un métal souple. Jessho tend la main, une aura noire se concentre et s'enroule dans sa paume en émettant un bourdonnement sourd. Yasha Noir continue.
Dans ta tête, visualise la forme d'un arc. La couleur, la texture, la forme, sois le plus précis possible. Gécho ferme les yeux, s'efforçant de se concentrer. C'est peut-être beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais. Soudain, le pouvoir autour de Gécho devient incontrôlable et explose. Une lumière aveuglante l'engloutit complètement. Il pousse une exclamation de surprise. La lumière se dissipe. Gécho regarde ses mains complètement vides. La résonance s'est rompue? Yasha Noir se tient à côté, les bras croisés. Si tu n'as jamais touché un arc de ta vie, c'est impossible de réussir du premier coup. Gécho se remet en position. Ok, on recommence. Yasha Noir l'interrompt brusquement. Attends, est-ce que leur nombre a augmenté? Gécho s'arrête et lève les yeux au ciel. Une pleine lune rouge sang s'est levée, d'innombrables oiseaux monstrueux tournoient et poussent des cris plaintifs sous la lune. Des flammes explosent dans le ciel. Gécho s'exclame. Ils sont en train de fusionner. Serait-ce ça les fameux fantômes qui apparaissent la nuit, dont parlent les rumeurs? Nishizu est écrasé par des chutes de débris. Yasha Noir crie « Résonance, Nishizu! Si tu restes sous ta forme humaine, tu vas finir transformé en passoire. » Nishizu répond « Je sais. » Il met la main sur la poignée de son sabre. La lame se brise instantanément en une myriade d'éclats cristallins. Nishizu s'écrie « Pourquoi ?» Yasha Noir se place devant lui. « Recule, mets-toi à l'abri !» Nishizu court. « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à entrer en résonance ?» Le monstre gigantesque rugit derrière lui, crachant des flammes pourpres. Nishizu se réfugie à l'intérieur d'un bâtiment. Il observe ce qui se passe dehors. Le monstre tournoie dans le ciel nocturne en poussant un cri strident. Yasha Noir apparaît à côté de Nishizu. « Alors, comment ça va? Tu penses que tu peux utiliser la résonance maintenant ?» Nishizu, assis par terre, répond « Je ne suis pas sûr, mais je vais essayer. » Il serre les dents et pousse un grognement. « Ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que je n'y arrive plus d'un coup ?» Yasha Noir dit froidement « C'est parce que, en tant que réceptacle, tu as atteint ta limite. » Nishizu reste figé sur place. Yasha Noir continue. « Souviens-toi de ce que cet homme a dit il y a quelques jours. » Nishizu est plongé dans ses souvenirs. Dans la salle de classe, Minato Izayoi se tient à la chaire et dit « Le sujet d'aujourd'hui est le suivant, la résonance. » Un élève lève la main et demande « Mais monsieur, on arrive déjà très bien à utiliser la résonance, non? C'est pas un peu tard pour nous expliquer ça maintenant ?» Minato Izayoi répond d'une voix forte « Puisque c'est comme ça, explique-nous donc ce qu'est la résonance. » L'élève serre le poing et répond avec une certaine hésitation « Eh bien, comment dire, c'est comme si on empruntait la force de notre contractant. Et pour devenir plus fort ou un truc du genre, non ?» Minato Izayoi dit avec un sourire « Ce n'est pas tout à fait faux, mais c'est beaucoup trop vague. La résonance est une technique qui vous permet de servir de médium pour le pouvoir de votre contractant, vous permettant de le manipuler comme si c'était le vôtre. Même s'ils sont toujours à nos côtés, ce qui nous fait facilement l'oublier, le pouvoir d'un dieu ou d'un héros est fondamentalement bien trop immense pour une enveloppe humaine. Si vous l'utilisez à la légère, vous risquez de perdre le contrôle et de devenir fou furieux, ou de perdre complètement la capacité d'utiliser ce pouvoir. Nous, l'élite, avons une sorte de réceptacle en nous, spécialement conçu pour contenir cette puissance. Plus vous utilisez la résonance, plus ce réceptacle grandit et se renforce. Si la capacité de votre réceptacle est assez élevée, vous pouvez maintenir la résonance plus longtemps, et la puissance de vos techniques augmente en conséquence. C'est la raison pour laquelle je vous fais faire un entraînement de base. Vous avez compris, au final, que vous arriviez à maîtriser le pouvoir de votre contractant ou que vous le gaspilliez jusqu'à la dernière goutte, tout dépend entièrement de vous. Yasha demande « Tu t'en souviens maintenant ?» Nishizu répond à voix basse « Oui, Yasha Noir regarde la ville au loin. C'est une guerre d'usure. Ton énergie est à plat, ce n'est pas surprenant dans ton état actuel. J'ai bien peur que tu ne puisses entrer en résonance qu'une seule fois de plus, et ça ne durera probablement que quelques secondes. Laisse tomber pour le moment, laisse les autres s'en occuper. » Plusieurs plumes noires gigantesques tombent du ciel, fendant l'air dans un sifflement aigu. Les plumes se plantent avec précision dans le sol juste devant Nichizu. Le gigantesque oiseau noir atterrit sur un toit non loin de là et pousse un rugissement assourdissant en leur direction. Il déploie ses ailes et les attaque à nouveau. D'innombrables plumes acérées pleuvent comme une averse. Nishizu court désespérément dans la ruelle. « C'est la merde !» Yasha Noir lui ouvre la voie. Continue de courir, fonce dans le bâtiment juste devant. Une plume acérée fend soudainement l'air et transperce la cuisse de Nishizu. Il laisse échapper un grognement de douleur. Yasha Noir hurle de colère. « Ne t'arrête pas, espèce d'idiot !» Une ombre gigantesque a déjà recouvert toute la rue. L'oiseau noir, enveloppé de flammes, plonge en piqué depuis le ciel. Yasha Noir crie, paniqué. « On va se faire tuer !» Nichizu se relève avec difficulté et se réfugie dans un passage désert. Il attrape la plume plantée dans sa jambe, il l'arrache d'un coup sec. En regardant sa blessure, il se dit « C'est la fin pour moi ?»
Yasha Noir s'accroupit à côté de lui. Tu ne peux plus courir avec cette jambe. Il lève les yeux vers le ciel nocturne. Heureusement, le monstre a l'air de nous avoir perdus. On devrait appeler des renforts maintenant. Soudain, il sent que quelque chose cloche. Il se retourne brusquement vers Hinata. Qu'est-ce que tu fabriques? Hinata ferme les yeux, une énergie violette et noire se concentre entre ses mains. Il ajuste sa respiration, inspire, expire. Des perles de sueur coulent sur son front. Construire un arc, je crois que je commence à sentir le truc. Yasha Noir lui hurle de s'arrêter. Ça ne sert à rien, crie-t-il en se tenant le front. Ton endurance et ton esprit sont déjà à leur limite. Dans cet état, tu n'arriveras jamais à construire un arc. Hinata l'ignore et continue de canaliser l'énergie qui l'entoure. Il se répète mentalement. Imagine l'ombre comme un métal malléable. Le plus dur, c'est de visualiser la forme de l'arc. Il repense à Yasha Noir, à l'arme qu'il utilisait, sa posture quand il bandait son arc. Hinata se demande et se redemande quel genre d'arc utilisait-il et comment s'en servait-il. Je ne pensais pas que l'ennemi était devenu si fort. C'est dommage. Si on bat en retraite maintenant, on n'aura pas à avoir ce genre de regret. L'oiseau noir, le corps en feu, plonge depuis le toit éventré. Yasha Noir, voyant le monstre foncer sur eux, dit « On dirait qu'il nous a repérés ». Il crie à Hinata « Sauve-toi !» Mais Hinata reste sur place, une aura déchaînée s'enroulant autour de ses doigts. L'oiseau noir géant atterrit, ouvre son bec dentelé et pousse un rugissement à faire trembler la terre. Une lueur incandescente se forme dans sa gueule, tandis que l'aura violette et noire prend rapidement forme dans les mains de Hinata. Un immense arc long se matérialise. Hinata bande la corde et hurle « Grand arc !» Il lâche ses doigts en poussant un cri de rage. Le rayon de lumière transperce instantanément le crâne de l'oiseau noir. Il pousse un cri d'agonie strident et son corps commence à se désintégrer sous l'impact de la lumière. Surexcité, Hinata s'écrie « J'ai réussi ! Je l'ai vraiment fait !» Il se retourne vers Yasha Noir. « Yasha Noir, regarde, j'ai vraiment réussi !» Yasha Noir se tient un peu plus loin, observant Hinata en silence. C'est à peine croyable. Hinata se tient la cuisse blessée en grimaçant. La douleur commence enfin à se faire sentir. Yasha Noir le regarde. Il est complètement abasourdi, sans avoir jamais reçu le moindre entraînement officiel, juste par pure imagination. Il a réussi à construire le grand arc. Est-ce un talent inné ou le résultat de son pouvoir de concentration surhumain? S'il continue de progresser à cette vitesse, ce gamin pourrait atteindre un niveau que même moi je ne peux pas imaginer. Il est peut-être celui qui fera évoluer les arts martiaux de Bancho. Hinata remarque le silence de Yasha Noir et demande, et perplexe, « Yasha Noir ?» Yasha Noir sort de ses pensées et esquisse un léger sourire. « Ce n'est rien. » Il lui passe la main dans les cheveux. « Bien joué, ta prestation à l'instant était excellente. » Une lumière violette éblouissante se concentre dans la main de Hinata. L'énergie, violemment compressée dans sa paume, libère une myriade d'aiguilles de glace. L'ombre de l'immense arc long traverse tout le terrain d'entraînement. So Izayoi regarde la scène. « Waouh !» Hinata dissipe son aura. « Alors, prof, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein ?» So Izayoi, une cigarette au bec, répond « Une précision de ce niveau sera sans aucun doute utile en combat réel. Depuis votre première mission, j'ai l'impression que vous avez vraiment beaucoup progressé, tous les quatre. » Hinata se tient au bord du terrain d'entraînement, observant ses camarades s'entraîner d'arrache-pied au loin. Shishirai soulève seul un énorme rocher, il serre les dents, grogne sourdement, tous les muscles de son corps tendus. Fugo brandit son arme. Alors qu'il frappe de toutes ses forces, la pointe de sa lance émet une lumière verte éblouissante. L'énergie se propage aux alentours comme une vague. Masamune, lui, est encerclé par plusieurs robots d'entraînement. Des flammes d'un bleu azur l'entourent, son regard est glacial, sa main sur la poignée de son sabre. Dans un bruit sec de dégainage, plusieurs éclairs bleus zèbrent l'espace en un instant. Les robots d'entraînement sont pulvérisés en 1000 morceaux par la pluie d'attaques. Leurs débris jonchent le sol. Hinata s'émerveille. Ils sont tous trop forts. So Izayoi, sur le côté, consulte l'emploi du temps sur son téléphone. Il réfléchit. Il reste environ 6 mois avant le prochain examen de niveau. À ce rythme, on pourrait voir des résultats intéressants. Il fait défiler l'écran et s'arrête brusquement. À propos, ce ne serait pas bientôt les examens de mi-semestre? Le terrain d'entraînement, auparavant rempli d'enthousiasme, plonge instantanément dans un silence de mort. Voyant la réaction de tout le monde, Izayoi demande « Ben quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Fugo, le visage sombre, dit « Prof, il faut que vous sachiez. Dès le début, on a été traités comme des cas sociaux. Et je peux vous dire que parmi nous, personne n'a un bon souvenir des examens. » Il regarde Hinata à côté de lui. Ce dernier, complètement raide, s'écroule par terre, totalement évanoui. Si Hinata et ses camarades sont si secoués,
C'est parce que parmi les nombreux départements du centre d'entraînement, celui des chasseurs est très particulier. Grâce à un examen de niveau annuel, les étudiants qui aspirent à devenir des chasseurs professionnels sont classés en 7 niveaux de F à S. De plus, le classement au sein de chaque classe est déterminé par les résultats des examens de mi-semestre et de fin de semestre. Ça veut dire que même au sein d'un même niveau, les étudiants sont reclassés en fonction de leurs notes au partiel. Les meilleurs grimpent dans le classement, tandis que les derniers dégringolent. C'est un système de caste extrêmement hiérarchisé et finement divisé. Le département des chasseurs est une société totalement verticale. Les évaluations malveillantes les hantent comme un cauchemar. Isayoi regarde ses élèves abattus. Il dit un peu gêné « Désolé, je ne connais pas vraiment cette situation. Après tout, moi, jusqu'à la fin de mes études, j'ai toujours été le génie qui ne décrochait que la première place. » Il éclate de rire, l'air triomphant. À côté, les autres serrent les dents. Isayoi reprend son sérieux, mais cette fois, ce sera la première apparition de la classe spéciale. Franchement, j'ai vraiment hâte. Je suis convaincu que vous allez tous les bluffer. Il affiche un sourire confiant. Ses yeux brillant d'impatience, à la cafétéria c'est l'effervescence. Les étudiants se déplacent entre les tables avec leur plateau, Shishirai. Mange son riz-omelette à grandes bouchées et demande, surpris, « Un groupe d'études ?» Fugo répond, « Vous voyez bien la situation, non? Si on ne fait rien, on était complètement foutus pour cet examen. Il faudrait que chacun d'entre nous ait au moins une matière forte, non ?» chuchote Hinata. « Je suis bon à rien, ou presque, » a dit le riche. « Vu la situation, c'est clair que s'entraider sera plus efficace que de bosser chacun dans son coin. » Masamune a hoché la tête. « En gros, c'est pour réviser pour les examens. Ça me va. Par contre, c'est rare de te voir aussi motivé. » Le riche a été surpris et a demandé, un peu gêné, « C'est si rare que ça ?» Getsushu a répondu en souriant. « Ben ouais, le professeur Sakuroba a dit qu'il plaçait de grands espoirs en nous. Et vu que c'est le prof qui le dit, je pense qu'on doit vraiment se donner à fond cette fois. » Shishikure a dit « Ça me dérange pas, mais vous pensez vraiment qu'on peut améliorer nos notes comme ça ?» Getsushu a répondu « Comment savoir si on n'essaie pas? C'est toujours mieux que de galérer tout seul, non ?» Shishikure a hoché la tête. « C'est une occasion en or. Essayons de nous y mettre à nous 4. » Devant la porte d'un appartement, la plaque indiquait le nom de Sankyu Banri. Un cri a retenti dans la pièce. « Hein ?» Shishikure s'est levé d'un bond et a hurlé incrédule « 8e au classement de l'école ?» Il a pointé le riche du doigt, la voix tremblante, avec un look pareil. Le riche, en tenue d'intérieur décontractée, était affalé sur un coussin du canapé. Il a répliqué un peu agacé « L'apparence n'a rien à voir avec les notes, non ?» Masamune, en regardant les copies sur la table, s'est exclamé « C'est incroyable !» Presque tous les devoirs écrits ont la note maximale. Getsushu a demandé, perplexe « Mais avec des notes pareilles, tu ne devrais pas être le premier de la classe F. » Le riche a répondu d'une voix forte. Si les examens n'étaient que des épreuves écrites, ça ferait longtemps que je serais le premier de la classe F. L'examen standard se compose de 3 parties. Le classement final est déterminé par le score total. La première partie est le test académique. En plus des matières générales, il évalue les connaissances sur la biologie, l'écologie, ainsi que sur les dieux et les héros. La deuxième partie est le test pratique. Il n'évalue pas seulement la condition physique de base, mais aussi l'application pratique des compétences. La troisième partie est l'exercice de synthèse. Cela requiert un jugement plus proche des conditions réelles, comme des simulations de combat et des exercices sur le terrain. Le contenu de l'exercice de synthèse n'est révélé que le jour de l'examen. Mes épreuves pratiques et mes exercices sont toujours une catastrophe. Et en plus, Minerva passe plus de temps à dormir qu'à être éveillée. Masamune, en parcourant les documents, a dit « Cette fois, le programme porte sur la mythologie romaine et la mythologie nordique. À part la mythologie japonaise, je n'y connais absolument rien. » Le riche a dit « C'est parce que tu essaies toujours d'apprendre par cœur. Tu dois voir ça comme des histoires. » Les jours ont passé. À la salle de sport, tout le monde suait sur les tapis de course, s'adonnant à un entraînement physique intense. Sur le terrain d'entraînement, Minato Sakuroba observait les progrès constants de ses élèves avec un sourire satisfait. Une nuit pluvieuse, Hinata se tenait seul sous un auvent. Il a dégainé son long sabre, son regard devenant incroyablement déterminé. Il a frappé et tranché dans le rideau de pluie, la lame traçant une lueur froide dans l'obscurité. 2 semaines plus tard, le jour des examens de mi-semestre. L'amphithéâtre était plein à craquer. Les étudiants étaient alignés en carrés bien nets selon leur rang. Classe C, classe A. Les bannières de la classe B flottaient au-dessus de leurs zones respectives. Une foule dense remplissait toute la salle. Les étudiants, par petits groupes, discutaient avec excitation des épreuves à venir. Le riche a demandé « On a fait de notre mieux, pas vrai ?» Masamune a répondu « Oui. Et notre plan secret a bien pris forme. C'est enfin le moment. »
À cet instant, une agitation s'est fait entendre à l'entrée de l'amphi. Les étudiants se sont tous retournés, poussant des exclamations de surprise. Yuki est entré dans l'amphithéâtre, entouré d'une foule. Le riche a dit « C'est lui, le fameux plus jeune, rang S, je le sens pas ce type ». Yuki s'est arrêté, son regard glacial balayant Hinata. Getsushu était resté figé sur place, sentant une pression inexplicable. Yuki s'est arrêté devant Hinata. Avec un sourire moqueur au coin des lèvres, « Grand frère, ça fait un bail ». Ses camarades se sont exclamés « Vous êtes frère ?» Yuki s'est tourné et a dit « J'ai entendu dire que tu avais été transféré dans la classe créée par le professeur Minato Zakuroba. » Il a esquissé un sourire méprisant. « Je vois. » Une réunion de losers. Shishikure, enragé, a hurlé « Qui c'est que tu traites de loser? Te la pète pas juste parce que t'es un rang S. » Ce binoclard s'est débattu pour foncer sur lui, mais Masamune l'a retenu par derrière de toutes ses forces. « Te chauffe pas !» Yuki a ricané. « Quelle vulgarité !» Décidément, ses camarades sont parfaits pour mon grand frère. Hinata l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu peux dire ce que tu veux de moi, mais je ne te pardonnerai jamais de te moquer de mes amis. » Yuki a eu un rire froid. Il s'est retourné. « Puisque vous n'êtes qu'une bande de losers, amusez-vous bien avec votre petit jeu de l'amitié. Grand frère, peu importe tes efforts, tu ne me rattraperas jamais. » L'amphithéâtre était bondé, les étudiants alignés en carré par classe. Le brouhaha des discussions résonnait dans la salle. Masamune a dit « Ah, je vois. Alors comme ça, vous êtes jumeaux? Maintenant que tu le dis, c'est vrai que vous vous ressemblez beaucoup. » Le riche a continué de demander « Et pourquoi est-ce que vous avez gardé ça secret jusqu'à maintenant ?» Hinata semblait un peu hésitant. Eh bien, il a lentement commencé à raconter ce qui s'était passé. Le riche a pris la parole. « Désolé. Je n'aurais pas dû poser de questions sur des sujets aussi personnels. » Hinata a répondu « T'inquiète, c'est rien. » Shishikure a dit « Hinata, t'as oublié? Pourquoi est-ce qu'on a bossé si dur jusqu'à maintenant ?» Il a relevé la tête, le regard plein de détermination. « C'est pas seulement pour rivaliser avec les autres classes. On va lui en faire voir de toutes les couleurs à ce connard arrogant. Montrons-lui de quoi on est vraiment capable. » Un grésillement de tests de micro est sorti des haut-parleurs. Les étudiants dans la salle se sont tous tournés vers l'estrade. Un jeune professeur a prévenu précipitamment le directeur. Le micro est déjà allumé. Le directeur a eu un rire gêné. « Oups, pardon, c'est ma faute. » Le directeur de l'académie de formation des chasseurs, Todo Aizo, s'est tenu sur l'estrade et a parlé dans le micro. « Désolé de vous avoir fait attendre. Chers étudiants, rentrons dans le vif du sujet. Commençons sans plus tarder le briefing. » Comme la plupart d'entre vous le savent, ces dernières années, les examens ont toujours suivi un programme spécifique. Le premier jour, c'est l'épreuve écrite. Le deuxième jour, l'épreuve pratique et le troisième, l'exercice de synthèse. En entendant ces mots, l'atmosphère dans le public est devenue un peu tendue. Hinata, debout dans la foule, avait l'air un peu inquiet. Todo Aiso a continué. La raison est simple, c'est parce que pendant les exercices sur le terrain, le nombre d'étudiants décédés a atteint un niveau record. En les éliminant prématurément lors de l'épreuve écrite, nous avons réduit les pertes inutiles. Il a changé de ton. Cependant, cette année, on commence avec un exercice sur le terrain. Vous pensiez vraiment que le premier jour allait être une corvée comme d'hab? La foule d'étudiants en dessous est direct tombée dans le chaos. Tout le monde se regardait, ça discutait dans tous les sens, et sur chaque visage, on pouvait lire le choc et la panique. Todo Ranso, planté sur l'estrade, s'est mise à éclater de rire. Si ça avait été le cas, ça aurait été bien dommage. Dans ce domaine, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout se passe toujours comme prévu. C'est quand tout part en vrille que la vraie valeur d'un hunter est mise à l'épreuve. Maintenant, concernant les détails de l'exercice, à l'arrière de l'auditorium, un type mystérieux sous une cape était en train de bidouiller un appareil électronique. D'une simple pression sur l'écran, l'auditorium tout entier s'est mis à trembler violemment. Les étudiants ont levé la tête, terrifiés, et ont vu les murs sur les côtés commencer à se déformer, tandis que d'énormes structures en bois tombèrent du ciel. En voyant ça, tout le monde a poussé des cris d'incrédulité. C'est quoi ce truc? Un vortex de téléportation, brillant d'une étrange lueur violette, est apparu. Et là, Todo Ranso a annoncé « Cet exercice sur le terrain sera une bataille en équipe, par classe. Vous allez tous entrer dans l'espace virtuel que nous avons créé. Votre objectif, anéantir toutes les créatures qui s'y trouvent. Maintenant, futurs hunters, montrez-nous le fruit de votre sang, de votre sueur et de vos larmes. » Hinata, au milieu de la foule, a soudain eu le regard déterminé. La voix d'un prof a retenti dans le brouhaha. « Rassemblement général !» Les délégués de chaque classe un pas en avant. Le numéro 1 de la classe F, Sonjin, serrait fort son fusil. Il avait l'air tendu comme un arc, avec un pansement collé sur le front. Il attendait nerveusement le signal du départ. Une instruction a retenti dans les haut-parleurs. « Commencez à entrer !» Sonjin, à la tête de la classe F, s'est rué vers le portail violet.
Les étudiants ont poussé des cris de guerre et ont disparu dans la lumière. Le premier de la classe A, Hashishinbaku, observait le portail au loin. Puis il a dit « Bon bah, je crois que c'est à notre tour, non ?» Derrière lui, les membres de la classe Elaka ont applaudi, l'air super confiants. Tous ont répondu en chœur « Oui, chef ». Le numéro 1 de la classe B, Kongoji, se tenait tout devant, l'air sombre et glacial. Derrière lui, les membres de sa classe avaient de tous une mine grave dégageant une aura oppressante. Le premier de la classe C, Yona Shitanichi, paraissait super mal à l'aise. Il avait les mains crispées sur sa poitrine, le regard rempli d'angoisse et tout son corps tremblait légèrement. La numéro 1 de la classe D, Ru Mikoto, était dans un tout autre état d'esprit. De l'énergie électrique dorée crépitait dans ses mains, un sourire déjanté sur le visage, elle avait l'air impatiente d'en découdre. Le premier de la classe E, Oya Aizen, avait les mains derrière la tête, un sourire arrogant aux lèvres, l'air complètement à l'aise. Hinata a dégainé son long sabre, le regard déterminé. « On y va ?» Ses camarades derrière lui se sont levés et ont répondu « Compris ». Yuki se tenait sur le côté, observant le portail d'un air glacial. Todo Ranzo a alors crié « Numéro 5 ?» Yuki a légèrement tourné la tête. Todo Ranzo a dit « Que tu sois de rang S ou pas, tu n'es encore qu'un étudiant. Alors bouge-toi ». Il a ensuite levé les yeux vers un point lumineux bleu qui clignotait dans les airs. Puis, il a murmuré « On dirait que ça commence enfin ». Un écran virtuel géant s'est déployé au-dessus de l'auditorium, surveillant en temps réel la progression de chaque classe. Au-dessus de la grande muraille, un immense dragon de feu tournoyait dans les nuages, crachant des flammes ardentes. Sonjin et les élèves de la classe F s'étaient regroupés derrière un créneau du mur. Ils ont calé leurs fusils et ont arrosé comme des malades les oiseaux monstrueux qui tournaient dans le ciel. De la lave coulait dans des crevasses et d'innombrables démons ailés jaillissaient de l'océan de feu. Les élèves de la classe A, armés de 2 pistolets, bondissaient avec agilité au milieu des flammes, tirant sans arrêt sur l'ennemi. Kongoji et les membres de la classe B se cachaient sur les toits de bâtiments anciens. En bas, une mer déchaînée d'un bleu profond, où des poissons monstrueux géants naviguaient entre les constructions. Dans la jungle épaisse, un énorme dinosaure rouge a ouvert sa gueule béante et a poussé un rugissement assourdissant. Yonna Shitanichi était tellement flippé qu'il s'est effondré par terre. Derrière lui, ses coéquipiers unissaient leurs forces pour maintenir un bouclier défensif bleu clair résistant à l'assaut du dinosaure. Sur un champ de bataille spatial, un gigantesque vaisseau de guerre était stationné en orbite d'une planète. Ru Mikoto se tenait sur un météore, entouré d'éclairs aveuglants. Elle regardait en bas la horde grouillante de créatures extraterrestres et de soucoupes volantes aux soucoupes volantes. Ses yeux brillaient d'une soif de combat fanatique. Dans les terres désolées, Oya Aizen faisait face à des hordes d'orques à la peau verte. Il a balancé un direct surpuissant qui s'est écrasé en plein dans la tronche d'un orque. Todo Ranzo, devant les écrans de contrôle, s'est caressé le menton en disant « Cette fois, est-ce que j'ai pas mis la difficulté un peu trop haut ?» L'examinateur Kochioki, assis sur sa chaise, bidouillait sa tablette. Absolument pas. Toutes les difficultés ont été calibrées avec précision pour correspondre à leur niveau respectif. Todo Ranzo a eu un rire gêné. Yuki s'est approché. « J'ai une question à vous poser. » Todo Ranzo, un peu surpris, a demandé « T'es encore là, toi ?» Yuki a remonté ses lunettes. « J'ai entendu dire que les pontes envisagent de me rétrograder parce que j'ai perdu contre Ondine. » L'expression de Todo Ranzo est devenue sérieuse. Il a demandé d'une voix grave « Qui t'a dit ça ?» Yuki a affiché un sourire plein de sous-entendus. Vous savez comment les rumeurs se propagent. Elles n'ont pas vraiment d'interrupteur, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, monsieur le directeur, j'ai une proposition. Si, ici et maintenant, je base un hunter mieux classé que moi, accepterez-vous de laisser tomber cette histoire de rétrogradation? Qu'en dites-vous? Koshi-Hoki a violemment frappé la console de contrôle, provoquant un grand bruit. « Oh, t'es pas sérieux, j'espère? Tu ne vas pas me dire que tu sous-entends que tu peux me battre, moi ?» Yuki s'est mise à rire. « Mais c'est exactement ça. Ou alors, c'est votre oui qui commence à baisser avec l'âge. » Kochi-Hoki, complètement furax, a grincé des dents. « T'as un sacré culot, gamin. Ça marche pour moi. Si tu gagnes, ma place de numéro 4 est à toi. » Todo Ranzo a crié désespéré. « Arrêtez de faire des paris perso. Laissez-moi finir. » Yuki se tenait devant l'immense portail. « C'est vous qui l'avez dit. » Il a légèrement tourné la tête. Un sourire arrogant s'est dessiné sur ses lèvres. « J'espère que vous êtes prêts pour la déception de votre vie. » Todo Ranzo, assis derrière son pupitre, s'est pris la tête entre les mains en soupirant, dépité. Pourquoi est-ce que tous ces types de rang S sont des têtes brûlées qui s'enflamment tout pour un rien? La conscience de Yuki s'est alors fait envelopper par d'innombrables fragments de données bleues. Quand il a ouvert les yeux, le décor avait complètement changé. C'était une ville à l'ambiance ancienne, où des lumières jaunâtres vacillaient dans la nuit.
Une main, aux ongles peints d'un rouge vif, est sortie de derrière une palissade en bois. La femme derrière la barrière s'est écriée d'une voix pressante: Beau gosse! Yuki s'est arrêté. Il a regardé le groupe de femmes lourdement maquillées derrière la palissade. Elles ont laissé échapper des petits rires. Regarde-moi ça, t'es un sacré beau gosse, toi. Si t'as le temps, pourquoi tu viendrais pas t'asseoir un peu? Yuki a eu un ricanement méprisant et a tourné les talons pour s'enfoncer dans la rue. Les femmes derrière la barrière ont pris un air déçu. Tu t'en vas déjà? Soudain, plusieurs mains d'une blancheur cadavérique ont jailli et ont agrippé fermement la nuque de Yuki. Yuki a levé la tête, le visage impassible. Il a dit d'un ton glacial: Vous ne me sous-estimez pas un peu, là? Des flammes ardentes ont explosé, incinérant instantanément ses mains blafardes. Kyokiboki a ricané. C'est tout ce que tu sais faire? T'inquiète pas, on vient à peine de commencer. D'innombrables talismans se sont mis à voler dans les airs, engloutissant toute la rue. Une vision de la parade nocturne des Sans-Démons est apparue dans les lueurs du feu. Les silhouettes de spectres gigantesques se dessinaient, à peine visibles dans le vide. En voyant cette scène infernale, Yuki a esquissé un sourire. Parfait. Kyokiboki se tenait en hauteur, une flamme bleue brûlant sur son front. 758 monstres. Les monstres se tortillaient frénétiquement. C'était comme une sorte de rituel macabre. Yuki a tendu la main. Des flammes ont coulé du bout de ses doigts, balayant tout sur leur passage avec une aura de destruction. Les monstres hurlaient au milieu du brasier. 2 créatures à tête de taureau ont réussi à percer le mur de flammes. Armés d'épées lourdes, ils ont écrasé les débris au sol en rugissant et se sont approchés. Yuki flottait dans les airs et a demandé d'un ton neutre: « Qu'est-ce que vous cherchez? On dirait que vous avez du mal dans le noir. Je vais vous éclairer le chemin. » Il a levé la main droite, une énorme boule de feu se concentrant dans sa paume, et a murmuré: « Lumière originelle ». L'énorme boule de feu s'est écrasée au sol. Une onde de choc dévastatrice a explosé en un instant et toute la ville a été engloutie par les flammes. Yuki marchait au milieu du brasier. Pouf! Ce type n'était vraiment pas un grand défi. « Cette femme, elle est vraiment de rang S ?» a dit Shinmei sur le côté. « Sois pas idiot, elle est classée 4e. Si on l'affrontait de front, on se ferait tuer en quelques secondes. » Yuki a ajusté ses lunettes et a rigolé. « Ça, c'est seulement si on l'affronte de front. » Kyokiboki haletait à bout de souffle. Ses yeux étaient remplis de colère et de frustration. Todoranzo a soupiré intérieurement, l'air résigné. « Vraiment ?» Il s'est pris la tête entre les mains, se moquant de lui-même. « Comment ai-je pu faire un pari aussi absurde ?» Sur le champ de bataille chaotique, tout en relevant les défis, Yuki n'oubliait pas pour autant son devoir. Tout en supervisant l'examen, il a fait preuve d'une puissance écrasante. Dans les différentes zones d'examen, les candidats étaient en pleine galère. Certains pleurèrent de terreur, encerclés par des monstres. D'autres maniaient de longues épées pour abattre leurs ennemis. Et d'autres encore ripostaient sous une pluie de balles. Le sang et la fumée imprégnaient chaque recoin. Cette promotion, que ce soit en qualité ou en quantité, était considérée comme la meilleure de l'histoire. Parmi eux, il y avait un sniper au regard glacial. Un colosse déchaîné, une jeune fille d'apparence fragile mais redoutable, et même un ambitieux avec des flammes dans les mains. Chacun d'eux a montré un potentiel extraordinaire. Todoranzo a regardé droit devant lui et a dit: « N'est-ce pas, Kyokiboki? Tu as bien un plan pour gagner, hein? Tu fais face seul à cette génération dorée. Et en plus, tu as l'intention de battre Yuki, le numéro 5. » Kyokiboki a répondu: « Contente-toi de regarder. Je vais le buter, vite fait bien fait. » Todoranzo a répondu d'un ton calme: « Si tu as compris ça, alors c'est bien. En tant que directrice, tu ne peux absolument pas perdre contre quelqu'un qui t'est inférieur. » Kyokiboki a pensé en son fort intérieur: « Ce vieux renard rusé, comment pourrais-je avoir un vrai plan pour gagner? Mais je ne peux pas perdre. Hors de question que je perde contre lui. » Il y a un an, jour pour jour, ce moment était enfin arrivé. L'écran de son téléphone affichait une nouvelle éblouissante. Le premier réveillé de rang S a 16 ans. Le plus jeune rang S de l'histoire est né. Minato Ishikiyo s'est exclamé: « Il n'a que 16 ans, c'est incroyable. » Kyokiboki a demandé: « Tu veux te charger de l'entraînement de ce gamin? Je pense que tu serais plus adapté. » Minato Ishikiyo a répondu: « Vous vous ressemblez pas mal tous les deux. » Kyokiboki a froncé les sourcils et a demandé froidement: « En quoi on se ressemble ?» Minato Ishikiyo a expliqué: « Vous avez tous les deux un côté très extrême. Et c'est justement cet extrémisme qui est à la clé pour que vous vous contrôliez mutuellement. Tu vois, il sourit, mais ses yeux ne sourient pas du tout. Sous ce faux sourire, ses yeux brûlent de haine. Si on ne met pas une laisse à ce genre de personne, il finira par péter les plombs un jour ou l'autre. Alors s'il te plaît, sois celle qui saura le tenir en laisse. » Minato Ishikiyo s'est éloigné en agitant la main. « Allez, fais ça pour une vieille camarade de classe. »« S'il te plaît !» Kyokiboki a crié. « J'ai pas encore dit que j'étais d'accord ?» Elle s'est accroupie et a soupiré profondément. « Quelle galère, sérieux !»
Un an plus tard, Kyokiboki s'est dit « Ça fait un an que je t'ai rencontré pour la première fois. Je t'ai appris beaucoup de choses à ma manière, mais au final, tu n'as pas changé d'un poil ?» Yuki se tenait au milieu des flammes. « Grâce à toi, j'ai l'impression de pouvoir enfin te rattraper. » Le regard de Kyokiboki est devenu incroyablement perçant. Elle s'est mordu le doigt et a dit d'une voix grave « Même si je ne suis pas sûr de pouvoir le contrôler dans mon état actuel, je dois prendre la responsabilité de ne pas avoir su te surveiller. J'y vais. » Yuki a regardé ce spectacle surnaturel, son expression devenant sérieuse. Kyokiboki a proclamé d'une voix forte « Voici le plus puissant des Shikigami que je commande. » Par l'ordre de Hosei Kyusekirei, écrase-le, roi démon Shutendoji. Yuki a regardé le mastodonte qui venait d'apparaître stupéfait. Cette femme, mais où est-ce qu'elle a bien pu dégoter un tel pouvoir? Le roi démon écarlate a poussé un rugissement et a violemment balancé son bras. Son poing gigantesque s'est abattu avec la force d'un raz-de-marée. Yuki n'a même pas eu le temps de réagir. Elle a été frappée de plein fouet par l'énorme poing. Du sang a giclé de sa bouche. Le dieu démon rouge a rugi, a levé son pied gigantesque et l'a de nouveau écrasé violemment sur le sol. Yuki a réussi à se stabiliser de justesse. À moitié agenouillé, il haletait par terre. Il a crié « Aura du dieu soleil !» et a essayé de le repousser ainsi. Cependant, l'immense dieu démon rouge a traversé les flammes sans difficulté. Son poing enflammé, porteur d'une puissance destructrice, est réapparu juste devant l'homme. Yuki, voyant le poing massif juste devant son visage, hurla de terreur. « Merde, espèce de monstre !» Au moment où le poing allait s'abattre, une lueur de flamme bleue fantomatique apparut. Le mouvement du dieu démon s'arrêta net, le poing figé juste au-dessus de la tête de Yuki. Todoranzu s'avança. « T'as déjà cramé toute ton énergie? Je t'avais bien dit que c'était trop imprudent. » Tokibosai haletait bruyamment. « Non, on s'est fait attaquer. Une bande de soldats en armure, entièrement recouverts de flammes bleues, nous a barré la route. » Le chevalier qui les menait leva sa longue épée, dont les flammes dansaient dans l'obscurité. La ville, sous le voile de la nuit, sombra dans le chaos, avec une lune rouge sang suspendue dans le ciel. Shishiraiden leva son arme bien haut et poussa un rugissement. Il abattit sa lame avec une force surhumaine, et l'onde de choc projeta tous les soldats environnants dans les airs. Le sol se fissura sous l'impact violent, projetant des débris et des pierres dans toutes les directions. Masamune se faufilait à travers le champ de bataille chaotique avec des mouvements vifs et précis. Fugo brandit son arme et s'exclama « Finalement, ces types sont étonnamment fragiles. Niveau puissance, ils sont vraiment pas ouf. » Hinata, sa longue épée à la main, observait la situation. Fugo continua « Mais bon, c'est aussi un peu grâce à nous. Autrefois, face à une horde d'ennemis de cette taille, on se serait déjà barré en courant. » Hinata se remémora les scènes embarrassantes où ils étaient encerclés par l'ennemi. À cette époque, ils ne pouvaient que se débattre dans les ténèbres. Une expression confiante apparut sur le visage de Shishiraiden qui déclara « C'est parce qu'on est devenu plus fort !» Son corps s'embrasa de flammes ardentes et il plongea depuis les airs. Les flammes tracèrent un arc éblouissant dans la nuit. Hinata brandit son long katana, nimbé d'une aura violette, et lança son attaque. À ce rythme, on peut foncer tout droit et atteindre le dernier étage d'une seule traite. Tout le monde répondit en chœur et avec enthousiasme. « Ok !» Shishiraiden pulvérisa l'obstacle devant lui d'un coup de poing. Masamune, dans le couloir étroit, balança son épée. Il trancha net les monstres chauves-souris qui lui foncèrent dessus. À l'intérieur du sombre château, des essaims de chauves-souris géantes ouvraient grands leurs gueules sanguinaires. Hinata brandit son katana. L'aura violette de son épée explosa au milieu des rangs ennemis. D'énormes pics de roches surgirent du sol, empalant à la fois les soldats en armure et les monstres chauves-souris. Le groupe traversa le long couloir. Le son de leurs pas résonnait dans le silence du château. Hinata s'arrêta devant une immense porte voûtée et dit « C'est la dernière salle ». Il posa la main pour pousser la lourde porte. « C'est quoi cette pression oppressante ?» La porte s'ouvrit lentement dans un grincement sourd. Hinata observa la scène derrière la porte. La salle était complètement vide, à l'exception d'un tapis rouge qui se déroulait vers le fond. Hinata regarda autour de lui et demanda « Il n'y a rien ici ?»« C'est pas possible. Je pensais que c'était la salle du boss. » Fugo posa sa main sur l'épaule de Hinata, le regard grave fixé sur cette chose au fond de la salle vide. Un immense cercueil en bois se dressait au milieu du passage, dégageant une aura sinistre. Shishiraiden, fixant l'objet, demanda « Il est pas en train de bouger là ?» Le cercueil se mit à trembler violemment. Une énergie rouge sang s'échappait frénétiquement des fentes, comme si une créature terrifiante était sur le point d'éclore. Soudain, des dizaines d'énormes yeux couleur de sang s'ouvrirent sur le couvercle du cercueil, leurs pupilles brillant d'une lueur glaciale et meurtrière. Shishiraiden avait déjà foncé. Il lança une attaque surprise, bravant l'aura sinistre. Il cria « Désolé, mais… » Il sauta dans les airs, son corps explosant d'une énergie intense.
s'abattant violemment sur le cercueil. « Je suis pas du genre tendre, crève !» Des éclats de bois volèrent, et une ombre noire jaillit soudainement, des griffes rouge sang fendant l'air. Elle fonçait droit sur Shishiraiden. Hinata dégaina son katana et para l'attaque qui le visait. La lame et les griffes de l'ennemi s'entrechoquèrent violemment. Shishiraiden serra les dents pour tenir bon, les yeux fixés sur l'ennemi qui dégageait une lumière rouge. Hinata balança son katana et un arc de lumière bleu-azur déchira les ténèbres. Repoussant l'ombre qui approchait, Shishiraiden recula aux côtés de Hinata. « Merci, Hinata !» Hinata observait l'ennemi avec méfiance. « Heureusement, je suis arrivé à temps. » Fugo, exaspéré, hurla. « Tu fonces encore tête baissée. Et notre plan secret alors ?» Dans l'obscurité, un rire à glacer le sang retentit. Un monstre, au croc acéré, sortit sa longue langue écarlate et se lécha les lèvres. La poussière retomba, révélant un homme aux cheveux d'argent et aux yeux rouges. Il portait une longue robe noire et ses ongles étaient aussi longs et tranchants que des lames. Un sourire cruel flottait sur son visage. C'était le seigneur du donjon, un vampire. D'innombrables globes oculaires, rouge sang, apparurent autour de lui. Il se tortillait dans le vide, émettant une pression suffocante. Une nuée de chauves-souris surgit, se rassemblant en un torrent noir, plongeant la salle entière dans les ténèbres. Fugo se boucha les oreilles et serra les dents. Ce salaud! Quelle aura meurtrière, terrifiante! Masamune ferma les yeux fermement, son corps paralysé par la pression intense. Hinata s'approcha de lui. Il lui dit doucement « Ça va aller, on s'est entraîné dur pour ce moment. » Il dégaina son katana et cria « On peut absolument gagner !» Fugo chargea sa lance sur son épaule et Shishiraiden montra ses crocs. Les deux regardèrent Hinata et répondirent « C'est clair !» Masamune, le regard fixé droit devant, déclara « Montrons-leur le fruit de notre entraînement. » Fugo cria « Shishiraiden, synchronise-toi avec mon timing. » Shishiraiden répondit « Je sais, t'as pas besoin de me le dire. » Le vampire poussa un rugissement de fureur, concentrant une énergie rouge sang dans la paume de sa main avant de la déchaîner. La silhouette de Hinata fusa à travers la lumière rouge, son katana tranchant la défense du vampire, le sang gicla dans les airs, le vampire dévoila des crocs menaçants. Poussant un rugissement de surprise et de rage, un sourire sauvage se dessina sur le visage de Shishiraiden qui demanda d'un ton moqueur « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» Il le provoqua à voix haute « Si t'en es capable, essaye de te débarrasser de moi !» Fugo, au loin, donna l'ordre « C'est maintenant, Hinata, Masamune !» Hinata et Masamune attaquèrent simultanément des deux côtés. Leurs lames fendirent l'air, frappant avec précision la poitrine du vampire. Le sang jaillit comme une fontaine. Le vampire poussa un cri strident et atroce. Son corps fut projeté en arrière par la force colossale de l'impact, s'écrasant lourdement sur le sol. Hinata cria « Fugo, c'est à toi de jouer !» Fugo leva son bâton bien haut. Il déploie un immense cercle magique et crie de toutes ses forces « Minerva !» Minerva ouvre ses yeux dorés, son expression devenant soudainement grave. Le mage fortuné agite son sceptre, libérant toute l'énergie accumulée. Un rayon vert traverse le ciel, un pilier de lumière émeraude appelé « météore de la sagesse » s'abat du ciel et transperce avec précision le corps du vampire. Ce dernier pousse un cri à glacer le sang, son visage se tordant sous l'éclat de la lumière intense. Son corps commence à se désintégrer. Une fois la lumière dissipée, la dépouille du vampire se transforme en d'innombrables particules de lumière rouge qui s'évanouissent dans l'air. Yue Xiang s'exclame, stupéfait « On a gagné !» Tous se prennent dans les bras, criant avec excitation « Notre coordination était juste parfaite, on a carrément réussi l'épreuve. Quand on rentrera, il faudra absolument fêter ça comme il se doit. » Mais à ce moment-là, au fond du hall, un lourd bruit de mécanisme se fait entendre. Yue Xiang demande, perplexe « C'est quoi ça ?» Des applaudissements secs retentissent dans le hall vide, et plusieurs hommes en costume noir font leur apparition. L'homme aux cheveux bruns s'arrête, un large sourire aux lèvres. « Félicitations, vous avez réussi l'épreuve. Le combat de tout à l'heure était vraiment spectaculaire. » Inquiétant. Yue Xiang reste figé. « Merci beaucoup !» Son esprit est assailli par le doute. « C'est des profs? Je ne me souviens pas les avoir déjà vus. » L'homme aux cheveux bruns ferme les yeux, son sourire devenant un peu flippant. « Je suis désolé de vous déranger alors que vous êtes épuisé. » Mais la grande porte derrière lui s'ouvre en grand et un groupe de silhouettes en sort lentement. L'homme aux cheveux bruns affiche un sourire dément et tordu. « Ça vous dirait de jouer un peu avec nous, l'association des tueurs de Dieu ?» Le groupe s'exclame sous le choc. « L'association des tueurs de Dieu ?» Shizilai s'interpose, les bras écartés pour protéger ses amis. « C'est une embuscade !» L'homme aux cheveux bruns lève les mains. Doucement, ce n'est pas une attaque. Vous pouvez voir ça comme une session de recrutement. Il sort une liste. Notre patron recherche de jeunes recrues prometteuses. Alors, qu'en dites-vous? Pourquoi ne pas rejoindre l'association des tueurs de Dieu?
Le mage fortuné hurle de colère. Arrêtez de vous foutre de nous. Vous voulez faire de nous des assassins? Zheng Zong intervient. Que nous soyons apprentis ou non, nous sommes des chasseurs. Ce pouvoir est fait pour aider les autres. L'homme aux cheveux bruns écarte les doigts. J'avoue, nous sommes des tueurs. Mais c'est pour mettre un terme définitif à cette guerre de sélection du roi divin. C'est le prix à payer. Yue Xiang le regarde et demande « Mettre fin à la guerre de sélection? Tu veux juste réaliser ton propre souhait, c'est ça ?» L'homme aux cheveux bruns baisse la tête. Non. Il pousse soudain un rugissement. Je jure que ce n'est absolument pas par désir égoïste. Yue Xiang observe l'homme en face de lui. Et c'est quoi son problème, à lui? Il a complètement changé d'un coup. L'homme aux cheveux bruns se retourne. Pour le prouver, l'association des tueurs de Dieu a un code. Il retire sa veste. Il révèle son dos entier, sur lequel est gravé un énorme tatouage noir. C'est un serment ancien, on se fiche de savoir qui sera le dernier debout. Que ce soit notre chef ou moi, le vœu que nous voulons réaliser est le même. Yue Xiang, témoin de la scène, répète à voix basse « Le même vœu ?» Le mage fortuné pose la main sur l'épaule de Yue Xiang. Ne l'écoute pas. Un sourire fanatique apparaît sur le visage de l'homme aux cheveux bruns. Nous voulons que tout redevienne comme avant, que le monde retrouve son état originel. Un monde où les gens mènent une vie ordinaire et paisible, revenir au monde d'il y a 10 ans avant l'apparition de la porte centrale. Yue Xiang reste figé sur place. Il reste sans voix. L'homme aux cheveux bruns lève la tête et éclate de rire. C'est un vœu magnifique, n'est-ce pas? Pouvoir effacer toutes les tragédies des 10 dernières années. Shizile crie « C'est du bluff! Un vœu aussi facile, ça n'existe pas. » L'homme aux cheveux bruns répond calmement « Il se réalisera. Nous avons de bonnes raisons d'y croire. » Et vous, non? Vous n'avez pas perdu des êtres chers à cause de la porte centrale? Zheng Zong pointe le doigt vers lui et crie « Ça suffit, arrêtez de parler. Puisque vous dites que ce n'est pas une attaque, alors partez. » Le colosse avec des lunettes de soleil s'avance. « Allez, sois pas comme ça, tu sais très bien. » Zhang Song lève la tête. « Je n'ai plus rien à dire. » Le colosse lui assène soudain un violent coup de poing. Zhang Zong est touché et projeté en arrière. Une gerbe de sang jaillit. Le colosse ricane. « Tiens, prends ça. » Zhang Zong se relève en titubant, le visage en sang. Le mage fortuné crie, horrifié. « Zhang Zong !» L'homme aux cheveux bruns, exaspéré, hurle. « Merde, je savais que ça finirait comme ça. Mais putain, qu'est-ce que tu fous ?» J'étais sur le point de les convaincre. Le colosse répond avec dédain. « Arrête de perdre du temps. T'as assez raconté tes salades. » Il écarte les doigts. Je vais les défoncer à moitié. Et les traîner de force. Il saisit Yue Xiang à la gorge. « Tu vois, on aurait dû faire ça depuis le début. Restez pas planté là à regarder. Maîtrisez-moi ces gamins. » Le cliquetis des chaînes retentit. Ses amis sont complètement ligotés. Le visage de Yue Xiang devient tout rouge, étranglé. Il crie avec difficulté. « Ne les touchez pas !» Le colosse arme son autre poing et le frappe violemment à l'abdomen. « La ferme, c'est les mecs comme toi qui me foutent le plus les nerfs. » Yue Xiang pousse un cri de douleur et se recroqueville sur lui-même. « Espèce de connard !» Il se retourne d'un bond et se relève pour envoyer un coup de pied au visage du colosse. Ce dernier ne bouge pas d'un pouce. Il penche la tête, un sourire méprisant aux lèvres. « Ce niveau de puissance, ça ne me chatouille même pas. T'as assez bourdonné à mes oreilles comme ça. » Il déploie soudainement sa force et fait tournoyer Yue Xiang dans les airs. Yue Xiang pousse un hurlement. Le colosse attrape Zhang Zong et le projette violemment au dehors. « Crève !» Yue Xiang tend la main, essayant de s'agripper à quelque chose. La silhouette de Zhang Song disparaît à travers le mur brisé, ne laissant que le ciel nocturne vide. L'homme aux cheveux bruns hurle. « Mais qu'est-ce que tu fais? C'étaient des atouts précieux. Tu viens de les jeter d'aussi haut? S'ils meurent, comment je vais expliquer ça au patron ?» Un cri à glacer le sang retentit dans tout le hall. Les autres membres en pleine recherche s'arrêtent net, regardant avec effroi dans la direction du son. Les yeux de l'homme aux cheveux bruns s'écarquillent de terreur. Quelqu'un ouvre la bouche pour pousser un cri strident. « Au secours !» Des flammes explosent instantanément dans le hall, dévorant tout aux alentours. Une voix grave et glaciale se fait entendre. « Alors, c'était vous, quand ?»